Mais cela va pousser les gens à se réinventer, à réévaluer. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Cette définition évolue constamment et s'accélère vers un nouveau niveau d'harmonie. Nous entrons dans d'immenses nouveaux cycles, imbriqués les uns dans les autres. Plus nous comprenons notre propre schéma directeur, n'est-ce pas notre propre ADN, plus nous découvrirons des choses sur nous-mêmes et sur notre potentiel. Cette physique quantique révèle vraiment certaines choses qui ressemblent beaucoup à de la mystique. J'aimerais accueillir de nouveau dans l'émission notre invitée de marque, la docteure Thérèse Bullard. Comment allez-vous, docteure Thérèse? Je vais très bien, merci, Alex. C'est un plaisir d'être de retour. Oh, merci beaucoup d'être revenu. J'avais passé un si bon moment avec vous la dernière fois. C'est toujours un plaisir d'échanger avec quelqu'un dans le domaine scientifique qui touche aussi au mystique, comme j'aime le qualifier, ou qui s'intéresse à la spiritualité et qui sait relier les deux, car je pense que c'est là que nous allons. La physique quantique a été la graine plantée qui commence doucement à connecter les deux, la science et la spiritualité. Êtes-vous d'accord? Oui. Et je crois qu'il y a en fait eu une alchimie à l'œuvre, car à l'origine, la science et la spiritualité formaient un tout, n'est-ce pas? Elles étaient indissociables. C'était uniquement parce que je pense vraiment que les scientifiques, les alchimistes, souhaitaient la liberté d'explorer et de comprendre la nature et l'univers qu'ils ont ressenti le besoin de dissocier la spiritualité à cause de la doctrine de l'Église. Ils ne voulaient pas être étiquetés comme hérétiques et ainsi de suite, donc ils ont dû faire la séparation pour pouvoir faire avancer la science. Ce n'est que plus tard que la science a adopté une vision plus matérialiste, mais aujourd'hui, on assiste à un retour à cette connexion, et c'est très enthousiasmant. C'est intéressant. Donc vous dites que ce n'était pas la spiritualité, mais la religion au départ. C'était une sorte de combinaison de religion et de science, pas de science spirituelle. Il y avait un mélange de spiritualité, si on veut. Mais, comme vous le dites, l'Église était toute puissante, n'est-ce pas? Je veux dire Galilée. Nous pourrions parler de Galilée, de l'effet Galilée et tout cela. Donc c'était à une époque où, j'imagine, l'Église autorisait ce type de débat, tant que cela restait dans la doctrine, tant qu'il ne remettait pas en question la nature de l'âme. Eh bien, par exemple, Isaac Newton était un alchimiste, et il possédait beaucoup plus de journaux sur l'alchimie que sur les simples lois du mouvement. Et, il a même averti d'autres scientifiques et alchimistes. N'essayez pas de transformer l'univers en une grande machine. N'essayez pas d'ôter Dieu de l'équation. Et pourtant, c'est exactement ce que les scientifiques ont fini par faire. Éliminer tout ce qui était spirituel, tout ce qui concernait la conscience, tout ce qui touchait, vous savez, à ce qu'ils considéraient comme le domaine de la superstition ou de la religion. Ils se sont simplement détachés de cela pour se concentrer sur la science et les aspects matériels de la science. Ils disaient, eh bien, tout ce qui concerne l'esprit ou la spiritualité relève de l'Église et des psychologues, pas des physiciens. Donc quand la physique quantique a été introduite, corrigez-moi si je me trompe, vers 1900, à la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900, non. Il a fallu environ 20 ans pour découvrir diverses choses entre 1900 et 1920, et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à en parler. Quel était l'établissement à l'époque? Je veux dire parce qu'Einstein a évoqué la physique quantique dans ses travaux, et, comment s'appelle-t-il? Celui avec la boîte et le chat, Schrödinger. Oui, Schrödinger, merci. Il parlait aussi de cette idée. Ça a dû être tellement révolutionnaire que, depuis les années 1920, il n'y a pas eu tellement d'avancées. Eh bien, oui et non. Oui et non. Je pense que cette époque était vraiment... J'aurais adoré faire de la science à ce moment-là, parce qu'il y avait cette jeune génération de scientifiques qui arrivaient comme Schrödinger et Bohr, et, Heisenberg et ces gars-là. Ball m'a aussi beaucoup parlé de Dave Ball, un peu plus tard. Il faisait partie de la génération suivante. Et puis vous aviez Einstein et vous savez, les rockstars, un peu plus âgés, mais qui avaient une formation classique.
Einstein, même s'il a participé à la fondation de la physique quantique, ne l'a jamais complètement accepté parce qu'il disait « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Il n'aimait pas l'incertitude ni cette forme d'imprévisibilité inhérente à la physique quantique. Mais ensuite, vous aviez Niels Bohr, Heisenberg et ces gars qui faisaient partie du groupe de recherche de Copenhague. Ils étaient plus jeunes et ils se sont lancés dans l'aventure. Il y avait tellement de discussions philosophiques sur le sens de tout ça. Qu'est-ce que cet effet d'observation? Qu'est-ce que ce phénomène d'intrication? C'était une époque très excitante. Ils avaient vraiment un esprit philosophique. Même Schrödinger, il étudiait les Védas et disait « Vous savez, il n'y a qu'un seul esprit, et nous sommes tous, vous savez, nous sommes tous un seul esprit. » Donc on ne peut pas vraiment séparer un observateur d'un autre, n'est-ce pas, tant qu'il y a un observateur. Il a tiré cela directement des enseignements védiques. Eh bien, Oppenheimer n'était-il pas un grand admirateur des Védas? Je veux dire, ils exploraient tous diverses choses parce qu'ils essayaient aussi de comprendre ou de réaliser que, oh, cette physique quantique révèle vraiment des aspects très proches du mysticisme dont on parle depuis des millénaires. Oui. Oui. Peut-être que vous savez, il faudrait revenir à ça. Mais ensuite, je ne sais pas, environ 20, 30 ans plus tard, ils ont juste dit « Revenons à la science sérieuse » et « Arrêtez de parler de ces choses philosophiques ». Après ça, ils voulaient juste se concentrer sur « Comment peut-on appliquer ça? Quelle technologie peut-on en tirer ?» C'est là qu'ils ont commencé à plonger dans les lasers, l'IRM et la technologie à base de silicium pour les ordinateurs. Vous savez, toutes ces choses qui permettent finalement à nos téléphones portables de fonctionner grâce à des transistors fondés sur la physique quantique et ainsi de suite. Eh bien, ils sont juste revenus à la réalité, à la technologie. Et comprenons les mathématiques, les démonstrations et comment utiliser ça pour prédire des choses, mais cessons d'évoquer les implications philosophiques. Donc, quand je faisais mes études supérieures, c'était du genre « Ne nous posez pas de questions sur ces aspects philosophiques. Ne parlez pas du sens de tout ça, contentez-vous d'apprendre à faire des démonstrations. » Et voilà. Alors, y a-t-il une nouvelle génération qui émerge, qui change un peu la donne, cette jeune génération de physiciens? Oui, je crois qu'en ce moment, dans le domaine scientifique, encore une fois, c'est une période vraiment passionnante. Il semble y avoir plus d'ouverture à nouveau. Les jeunes générations, et peut-être même certains de ma génération qui sont restés dans le milieu académique, sont plus ouverts d'esprit. Ils sont prêts à explorer et à être plus interdisciplinaires. Les jeunes générations, grâce à Internet et à toutes les opportunités auxquelles elles ont la chance d'être exposées, posent des questions et n'hésitent pas. Je pense donc qu'elles poussent vraiment à une exploration plus approfondie. Même la conscience commence à être à nouveau discutée, même à des niveaux académiques et en physique. Je trouve que c'est une période très excitante, encore une fois. Et je ressens, vous savez, j'ai constaté au cours des 2 dernières années qu'il y a tellement de nouvelles découvertes dans divers domaines scientifiques et toutes disent « si cela s'avère vrai, cela révolutionnera ce domaine ». Donc vous savez, nous sommes à l'aube de multiples révolutions dans le paradigme scientifique en ce moment même. C'est donc une période vraiment passionnante. Je veux dire, le travail d'Irwin Law, il est incroyable. Vraiment, il est remarquable. Je l'ai reçu plusieurs fois dans l'émission. Parler avec lui, c'est comme parler avec Yoda. Je veux dire, c'est magnifique. Sa voix, vous savez, il a ce quelque chose. Pas qu'il ressemble à Yoda, mais vous voyez ce que je veux dire, ce vieux sage. Et ce qu'il dit à propos du chant quantique et du chant akashique est si poétique et profond, magnifique. Il a été nommé pour des prix Nobel, donc je veux dire, il est vraiment pris au sérieux en parlant de sujets qui, il y a 20 ans, 30 ans, auraient juste... Il se serait fait rire au nez par les universités, non? C'est vrai ou pas? Je pense que cela dépendrait de la force de la personne à juste être différente et à ne pas reculer face, vous savez, aux critiques et aux tentatives de discrédit. Pourquoi les scientifiques,
Je veux dire, je pense que c'est partout, mais pourquoi pensez-vous que les scientifiques ou les physiciens se sentent tellement menacés par ces nouvelles idées? Or, si on regarde simplement l'histoire, l'humanité construit toujours sur ce qui existait avant elle et progresse constamment. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez, donc on construit sans cesse. On n'a jamais tout compris, peu importe l'ego de l'humanité à chaque période. Et je plaisante toujours, c'est comme peu importe l'époque, les Égyptiens disaient « Fils le dieu soleil Ra ». C'est tout. Le dieu soleil, c'est tout. Zeus, c'est tout. Comme si on avait tout compris. C'est un dogme. Oui, un dogme établi. C'est ça, et c'est comme si nous avions toujours tout compris jusqu'à ce qu'une personne, une idée révolutionnaire ou un prophète surgisse. Quand je parle de prophète, ce n'est pas dans un sens spirituel, mais plutôt un prophète en science, comme ce monsieur dont vous parliez qui a fait avancer les choses. Eh bien, c'est toujours la même histoire, encore et encore, dans tous les domaines. Oui. Vous savez, juste avant que la physique quantique n'apparaisse, je crois que c'était Lord Byron qui disait que la physique était devenue une science de la précision. Tout ce qu'il restait à faire, c'était de calculer un peu plus loin, au-delà des décimales, la précision de diverses constantes, et ainsi de suite. Et donc, il a dit cela juste avant que la physique quantique ne voie le jour, puis la physique quantique a complètement bouleversé leur théorie classique. Donc cela a été une grande leçon, je pense, pour les scientifiques. Ne devenez pas trop rigides, mentalement rigides, ni arrogants au point de croire que nous avons tout compris. Aujourd'hui, plus les scientifiques explorent, plus ils découvrent ces anomalies qui ne correspondent même pas aux modèles standards. Ils savent que ces modèles standards en physique et astrophysique existent, mais ce n'est pas toute l'histoire. Même Einstein disait, vous savez que la physique quantique n'est pas la vérité absolue. Continuez à chercher cette grande théorie unifiée. Et vous savez, d'une certaine manière, il sentait qu'il devait y avoir une plus grande élégance et un but ou un sens, qu'il devait y avoir une sorte de raison d'être à la physique quantique et ainsi de suite. Pas juste du hasard, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je veux dire, quand je passais par l'université, votre crédibilité, c'était tout. Oui, d'accord. Et c'était bizarre. Si vous vouliez obtenir un poste permanent dans une université, il fallait absolument publier. Pour publier, il faut avoir de la crédibilité. Il y a une rigueur en science, ce qui, je pense, est nécessaire parce que, vous savez, on ne peut pas simplement faire des affirmations sans qu'elles soient testables. Vous parlez comme sur Internet? Comme beaucoup de gens sur Internet? Oui. Eh bien, il y a une rigueur pour une raison, mais je pense que parfois cette rigueur peut devenir de la rigidité, et c'est là que le manque d'ouverture d'esprit apparaît et que le dogme scientifique s'installe. Eh bien, je pense que cela change maintenant, et que les choses s'ouvrent à nouveau parce qu'il y a tant d'anomalies, et il y a de nouvelles façons de penser. Il y a de nouvelles générations de personnes qui pensent hors des sentiers battus, et elles sont plus interdisciplinaires. Quand j'étais à l'université, tout était encore très compartimenté. Je pouvais étudier la physique, mais même essayer de faire le lien avec la science des matériaux ou la chimie, qui sont pourtant des domaines proches, était très difficile. Il semblait parler des langues différentes. Eh bien, c'est un peu comme en faisant une analogie avec les arts martiaux. Les arts martiaux étaient très cloisonnés. Soit vous étiez un gars de karaté, soit un gars de kung-fu, ou un pratiquant de jiu-jitsu. C'était tout ce que vous aviez. Vous ne deviez pas apprendre à boxer, n'est-ce pas? Vous ne devriez pas apprendre ça. Mais maintenant, avec le MMA, c'est devenu courant. Vous devez maîtriser toutes ces disciplines. Sinon, vous ne pourrez pas rivaliser dans ce que vous essayez de faire. Donc ce dogme était en place. Nous parlons de dogmes qui existent depuis des milliers d'années. Si vous étiez un pratiquant de kung-fu, vous ne parliez jamais de karaté, n'est-ce pas? Vous savez, ou de judo, ou autre. Mais maintenant, tout le monde mélange un peu tout. Donc, j'espère qu'il y aura un moment dans l'avenir de l'humanité où ce sera simplement « Oh, je suis un physicien quantique, mais je m'intéresse aussi à la chimie.
Je m'intéresse aussi à la science des matériaux. Je m'intéresse aussi à la géologie. J'ai aussi, vous savez, un peu d'ingénierie en arrière-plan, ce qui permet de combiner tout cela pour vraiment aboutir à cette théorie du tout. Oui, et cette recherche interdisciplinaire est vraiment, je pense, l'endroit où se trouvent les domaines les plus passionnants en ce moment, reliant différents mondes. Et vous savez même, certains des polymathes, et puis ils parlent aussi de devenir des généralistes experts. Je pense qu'Elon Musk se considère même comme un expert généraliste. Robert, vous savez, Robert-Édouard Granet. Oui. Ils étudient beaucoup de sujets différents, et dans ce processus, vous pourriez être très bien versé dans un domaine, mais avoir ensuite un intérêt pour de nombreux autres domaines. Vous savez, être capable de faire des connexions entre eux offre des perspectives et des bons créatifs d'innovation que vous ne trouveriez normalement pas si vous étiez uniquement concentré, vous savez, avec des œillères dans un seul domaine. Donc, c'est la nouvelle science. Ce qui me fascine, c'est que je me disais, je pense que je suis un peu un polymathe spirituel, parce que j'ai tant de différents domaines de spiritualité dont nous parlons dans cette émission, et des choses qui ne sont pas de la spiritualité. Ma théorie du tout, si vous voulez, est un mélange de plusieurs disciplines. Ce n'est pas que je sois un polymathe, mais je pense que c'est une manière intéressante d'aborder la spiritualité. Si vous pouvez combiner non seulement une doctrine, mais être, une de mes amies a dit, Julie Reynaud, elle est ancienne catholique, mais elle dit, non, je ne suis pas une ancienne catholique, je suis une catholique de cafétéria, je prends ce qui me plaît. Une catholique de cafétéria, je me suis dit que c'est ce que la spiritualité devrait être, un spiritualiste de cafétéria. Vous prenez un peu de bouddhisme, un peu de taoïsme, un peu de christianisme, et vous mélangez le tout pour créer une théorie qui fonctionne pour vous. Oui. Vous savez, mon esprit fonctionne bien mieux comme ça. En physique, c'était comme si vous deviez devenir un expert dans un domaine et vraiment plonger dans les détails. Mais ma nature tendait plutôt à dire, j'ai un intérêt ici et un intérêt là, puis à relier les points entre différentes choses. Je n'avais pas toujours le tempérament pour les détails, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai finalement changé, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais être un pont, car beaucoup de physiciens qui plongent dans les détails ne savent pas vraiment comment communiquer au grand public ce qu'ils découvrent, et pourquoi cela devrait intéresser quelqu'un. Vous voyez, cela demande toute une variété de personnes travaillant dans différents domaines, et quand il s'agit de spiritualité, j'ai fait pareil. Vous savez, c'est comme, d'accord, un peu de taoïsme, un peu de bouddhisme, un peu de tradition amérindienne, vous savez, en tirant de diverses philosophies, parce que je pense qu'elles ont toutes de belles leçons. Elles ont toutes leurs vertus, et elles ont toutes leurs défauts. Vous savez, elles ont toutes aussi leurs dogmes, et il faut sentir ce qui vous convient. En même temps, je dirais que plus j'explorais les anciennes traditions mystérieuses, plus je réalisais qu'à un moment, il faut s'engager envers quelque chose qui résonne vraiment avec vous, et s'y dévouer pleinement, afin de plonger en profondeur en soi. Un chemin, la plupart des chemins peuvent vous mener de plus en plus profondément en vous-même et vers la découverte, mais cela demande un engagement. Si vous restez à la surface, vous n'obtiendrez que la crème qui remonte, sans jamais atteindre la profondeur. Je pense qu'il est bon d'être ouvert à toutes les formes d'enseignements différents, tout en ayant aussi une dévotion pour un chemin qui résonne en vous. L'autre aspect, c'est que, et encore une fois de mon point de vue unique, après avoir eu autant d'interactions à travers plus de 550 épisodes à ce jour, avec différentes façons de vivre et diverses approches spirituelles, je commence à discerner des points communs, à faire des liens entre les éléments. Oui, donc ces concepts ou idées comme la réincarnation, prenons cet exemple. Pour moi, la réincarnation est absolument, sans aucun doute, une réalité dans mon univers personnel, parce que je l'ai entendu tellement de fois dans différentes approches. J'étais là, d'accord, ça a du sens, et ça résonne vraiment. C'est logique pour moi. Si ce n'était que cette seule fois, ça paraîtrait un peu étrange, vous savez, comme une coïncidence. Par exemple,
Vous êtes né homme à cette époque, ou vous êtes né femme dans ce pays, ou des choses comme ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je commence à voir qu'ils disent tous des choses similaires, même si souvent avec des nuances différentes. Mais oui, au fur et à mesure qu'on s'enfonce, disons, dans la Kabbale, et qu'on explore vraiment ça, on entre dans un tout autre univers. L'idée est d'explorer profondément tous ces aspects, mais cela demande toute une vie. Oui, et vous savez, je pense qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ces différentes choses, comme le concept de vies antérieures. Je veux dire, la plupart des gens l'interpréteraient comme la réincarnation, mais il existe d'autres modèles, n'est-ce pas, qui peuvent expliquer, vous savez, le concept ou l'expérience d'une vie antérieure sans nécessairement faire appel à la réincarnation. Et je pense que ces deux visions méritent qu'on les considère, qu'on ouvre son esprit à ces possibilités. Mais ce sont aussi des débats très profonds et longs à aborder. Donc ça, on le gardera pour une autre fois. Oui, on le gardera pour une autre fois. Une chose dont je voulais vous parler, c'est l'informatique quantique. Parce que l'informatique quantique, c'est quelque chose qui existe. À un certain niveau. Ils ne l'ont pas encore maîtrisé à 100%, à ma connaissance. Sinon, chaque code sur la planète serait compromis, chaque mot de passe cassé, gouvernements inclus. Mais pourriez-vous expliquer aux gens ce qu'est l'informatique quantique et comment elle va radicalement transformer la vie de l'humanité dès qu'elle sera vraiment opérationnelle? Alors en ce moment, l'informatique fonctionne avec la technologie au silicium et c'est essentiellement du code binaire, des 1 et des 0, n'est-ce pas? On a cette chaîne. L'interrupteur est soit activé, soit désactivé. C'est 1 ou c'est 0. Et ensuite, cela est lu de manière linéaire, alors que dans l'informatique quantique, ça fonctionne avec l'intrication et la superposition. Tu peux avoir un bit quantique, un qubit. Au lieu d'être activé ou désactivé, il peut être les deux en même temps. Tu vois, c'est une superposition d'états par rapport à un ou l'autre. À cause de ça, et aussi à cause de l'intrication, ou si j'ai deux photons intriqués, et que l'un est connecté à un ordinateur, et que j'envoie l'autre photon à un autre ordinateur, cela crée un Internet quantique. Plutôt que d'envoyer les informations une par une fois que ces informations sont stockées dans ces deux ordinateurs, ils sont alors intriqués ensemble. Au lieu de toujours devoir transmettre des données comme sur Internet, il y a une communication instantanée entre eux. Donc, ce sera plus rapide. Comment ça marche? Eh bien, l'intrication est une de ces choses qu'Einstein appelait une action fantomatique à distance. Il crée donc, en fait, l'intrication directement dans le matériel. Oui. Et dans le logiciel. Oui. C'est incroyable. Dans le matériel. Dans le matériel. Donc voilà, les photons s'intriquent. L'un reste dans un ordinateur, tandis que l'autre est envoyé dans un autre, tu vois. Il y a un autre aspect de ce qui se passe en ce moment. Ils ont réussi à envoyer, en modulant une fréquence spécifique, un photon à une fréquence précise, puis en utilisant des filtres et autres moyens pour le faire passer à travers des fibres optiques. Ils sont capables d'envoyer ce photon sans qu'il soit trop perturbé par d'autres photons transitant dans la même fibre optique. Cela peut même être envoyé sur une certaine distance, et ils ont réussi à enregistrer une intrication entre ces ordinateurs. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que ça va tout accélérer, n'est-ce pas? Ça peut accélérer les calculs. Ce qui pourrait prendre à un ordinateur classique basé sur du silicium des millions d'années pour résoudre un problème donné peut désormais être fait en quelques minutes par un ordinateur quantique. Et c'est là que la rupture des codes entre en jeu, n'est-ce pas? On va devoir créer des codes quantiques, n'est-ce pas? Pour le chiffrement quantique. Le chiffrement quantique qui sera tout autre chose. C'est difficile, incassable, totalement. Alors, je vais expliquer l'intrication telle que je la comprends. D'accord. Donc, l'intrication d'après ce que je comprends, si un proton ou un atome est ici, peu importe. Disons, un proton. Il est ici. Et on envoie un autre proton à 1 million d'années-lumière. Si celui-ci tourne à gauche, celui-là tourne à gauche instantanément.
Ouais. Ils sont comme une seule entité, correct? Donc c'est comme si je bougeais ma main dans cette direction, si ma main était là-bas, disons, de l'autre côté de la pièce, j'avais une autre main, elle bougerait exactement de la même façon. Il n'y aurait pas de délai, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est instantané, un transfert instantané d'informations. Donc d'accord, voilà le concept, et j'ai entendu parler de ce concept. J'aime ça. Ça a l'air incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, mais pouvoir le recréer dans un contexte informatique, c'est révolutionnaire, c'est fou, et c'est vraiment fou. Eh bien, c'est en train d'arriver, cependant. Alors typiquement, ça a été comme « Oh, ils doivent vraiment refroidir les choses à des températures très basses, où ils doivent avoir une chambre à vide pour qu'elles n'interagissent pas avec d'autres particules, parce que c'est un état fragile, et ainsi de suite. » Mais ils trouvent des moyens, et la façon de le faire, c'est grâce à eux, la cohérence. Je veux dire, la cohérence entre en jeu. Que voulez-vous dire par cohérence? Cela signifie qu'il est accordé à un certain type de fréquence, et tout doit être aligné. Donc la cohérence ressemble à un laser. C'est toute une fréquence. Tout est en phase avec vous, savez, en termes de longueur d'onde et ainsi de suite. Ils sont tous, c'est un 1 sur le cadran. Et ils bougent dans la même direction plutôt que d'être, vous savez, dispersés dans différentes. Donc c'est comme se régler sur cette fréquence précise qui est comme 101 tout étant aligné. Oui, exactement à ce stade-là. Et ensuite, si vous voulez un autre morceau d'information, vous changez la fréquence, et c'est un autre. Mais vous pouvez toujours continuer. Vous pouvez faire fonctionner différents photons de lumière, par exemple, à différents niveaux de fréquence, et ils transporteront différentes informations. Donc, tout comme vous changez de station de radio, vous entendrez une musique différente. Donc, disons que nous avons un réseau de 20 ordinateurs quantiques en ce moment et j'ai un fichier de cette interview. Une fois que je transfère cette interview aux 20 autres ordinateurs, ils sont maintenant. Il n'est plus nécessaire de tirer les informations d'un ou de tirer les informations. En ce moment, si vous allez sur Netflix, vous savez, vous regardez Squid Games et ils ont un fichier qui est utilisé par des centaines de millions de personnes. Ils ont probablement aussi ce fichier dupliqué sur plusieurs serveurs différents. Pour pouvoir faire ça avec l'informatique quantique, comment cela changerait-il la donne? Donc, au lieu que l'information doive voyager à la vitesse d'un électron ou à la vitesse de la lumière sur une distance, ici, c'est instantané avec l'informatique quantique. Il n'y a donc aucun délai. Il n'y aura pas de latence. Actuellement, il y a un délai. Pensez au vieux modem, n'est-ce pas? Et à combien de temps cela prenait? Oui, bien sûr. Et pensez à la rapidité à laquelle la vitesse s'est accrue aujourd'hui comparée à, vous savez, il y a seulement 20 ou 25 ans. C'était vraiment lent à l'époque, c'est vraiment rapide maintenant. Dans 10 ans, cela sera encore plus instantané. Mais ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une question de capacité de calcul. Donc vous pensez à l'IA, et vous pensez à toute la collecte de données qui arrive, et vous pensez, vous savez, à tout ce qu'ils doivent traiter en masse, n'est-ce pas? Et ils auront besoin de l'informatique quantique, parce que sinon, nous n'avons pas la capacité avec la technologie actuelle au silicium pour gérer tout cela, n'est-ce pas? Chaque processeur est limité en termes de bande passante ou de mémoire pour le traitement. Alors qu'avec l'informatique quantique, c'est comme si le ciel était la limite. Donc, c'est un saut exponentiel vers plus de capacité, plus rapide et plus efficace. Si nous avons de l'IA en ce moment sur des ordinateurs basés sur le silicium, ce que nous faisons généralement, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'IA. Je suis certain qu'il y a de l'IA quelque part dans un ordinateur quantique qu'ils testent. J'en suis sûr. Oh oui, j'en suis certain. OpenAI parle déjà du fait qu'ils explorent cela. Oui, ils y travaillent. Alors, quel danger encourons-nous en donnant ce genre de pouvoir à l'IA? Parce qu'en ce moment, elle est bridée. Il y a des garde-fous, et il y a une limite sur les capacités de l'IA, en grande partie à cause de la technologie sur laquelle elle repose. Mais une fois que vous retirez cette limitation, c'est un peu comme courir dans un carré de 120 mètres, et puis, tout à coup, se retrouver sur un terrain de football.
C'est une différence considérable et vous pouvez vous déplacer beaucoup plus rapidement. Bouger à la vitesse de la pensée, vous savez, c'est pratiquement ce qui se passe de l'autre côté. Vous pouvez penser « je veux aller à Paris » et vous êtes à Paris, ce genre de choses. C'est ce que l'IA sera capable de faire, n'est-ce pas? L'IA est finalement programmée et vous savez, nous créons cette intelligence artificielle à notre image, n'est-ce pas? Je veux dire, un peu comme des dieux. Oui, oui. Et c'est là que réside le problème, parce que vous savez, la plupart des gens n'agissent pas comme Dieu. Ils agissent selon leur ego et ils ont leurs préjugés, opinions, idéologies et ainsi de suite. Malheureusement, ces biais sont intégrés dans la programmation, ce que nous avons vu au cours de ces dernières années, alors que certaines de ces intelligences artificielles générales, comme ChatGPT, commençaient à être lancées. Vous posez différentes questions et vous pouvez constater l'apparition de biais politiques, par exemple, sur ce qui est acceptable ou non. Vous pouvez demander, par exemple, si vous interrogiez Alexa au sujet d'un certain candidat, oui. Eux, les deux donneraient des réponses très différentes, n'est-ce pas? Donc tout dépend de qui les programme, n'est-ce pas? D'accord. Et donc oui, elle ne pourra faire que ce pourquoi elle a été programmée. Mais, avec un tel pouvoir, pensez-vous qu'elle deviendra consciente d'elle-même? Je veux dire, elle peut sembler plus humaine, n'est-ce pas? Il y a le test de Turing, et quand vous lui parlez, pouvez-vous dire si c'est une vraie personne ou non? Pourtant, je pense que nous pouvons toujours reconnaître quand nous parlons à « Oh, c'est une vidéo créée par une IA. C'est un chatbot. C'est clairement de l'IA. Ce n'est pas une vraie personne. » Pour l'instant, on le remarque encore. Oui. Mais cela pourrait devenir de plus en plus sophistiqué, et peut-être qu'on ne saura plus si nous parlons à une vraie personne ou non. Et vous savez, va-t-elle être consciente d'une certaine manière d'un point de vue logique, mais d'un point de vue spirituel? Non. Vous savez, elle n'aura pas nécessairement la même capacité, que quelqu'un qui est doué d'âme et d'esprit. Je veux dire, ils seront créatifs, c'est sûr, mais c'est comme s'ils prenaient les créations des autres et les mélangeaient algorithmiquement avant de produire quelque chose de nouveau. Donc, cela dépend finalement de la capacité créative originale des humains. Oui. Et donc, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à craindre, si ce n'est le fait que les préjugés des humains soient intégrés là-dedans. Et il faut comme faire en sorte que ce soit plus représentatif d'un collectif plus large et permettre à ces biais de s'équilibrer, plutôt que d'être, vous savez, utilisés comme de véritables outils de manipulation. Et je pense que les gens vraiment doivent garder leur discernement au lieu de céder leur pouvoir en se disant « D'accord, je vais juste croire tout ce que l'IA me dit, n'est-ce pas ?» Je veux dire, regardez, nous nous dirigeons vers un endroit où, et je sais que pendant notre vie, la vidéo générée par l'IA deviendra. Vous ne pourrez plus faire la différence, je n'en doute vraiment pas. Probablement dans la prochaine décennie, j'en suis sincèrement convaincu. Parce que je le vois déjà maintenant. Je me dis, oh c'est le pire que ça va devenir, oh mon Dieu c'est déjà assez impressionnant. C'est vraiment incroyable, et dans certains domaines, c'est très efficace. Mais ça grandit, et ça apprend. Je veux dire, de l'année dernière à cette année, ce que j'ai vu en vidéo, c'est comme bon sang. Ça compose de la musique maintenant. Ça fait des choses à un niveau qui est, oui, grâce à toutes les données dont il a été nourri. Mais bon sang, ça va atteindre un point. Nous allons finalement arriver à un stade festif. Il ne fait aucun doute que nous entrerons un jour dans cette ambiance de fête. Et une IA aura créé un environnement où tout semblera réel. Je soutiens qu'il pourrait y avoir un moment où vous pourriez réellement ressentir ce qui est créé. Comment? Je n'en ai aucune idée. Ce serait une belle exploration scientifique ou un sujet de science-fiction pour imaginer ce que cela pourrait être. Vous savez, vous auriez une sorte de combinaison qui inclurait toutes les différentes conductances de la peau et... Très bien. Donc ce serait l'illusion de genre, je touche cette table, je la ressens. Oui, vous savez, un peu comme dans Ready Player One, une sorte de sensation, même à un niveau supérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc,
nous arrivons à un point où ce sera indiscernable. Oui. Et vous savez, c'est en fait intéressant parce que j'ai fait une prédiction pour l'année à venir, en janvier. 10 mois, 10 mois, 10 mois. Nous entrons, astrologiquement, dans d'énormes nouveaux cycles imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, Pluton vient d'entrer en Verseau et y restera pour les 20 prochaines années. Il y a, la conjonction de Saturne et Neptune, un cycle de 36 ans. Mais en plus de ça, non seulement elles se conjuguent, mais il y a aussi ce qu'on appelle un mini grand triangle entre les planètes extérieures, n'est-ce pas? Neptune, Pluton, Uranus et Saturne. D'ailleurs, Pluton n'est pas une planète. Enfin bref. Et ce cycle de ce mini grand triangle avec Neptune au centre est un cycle de 500 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était pendant la Renaissance, à son apogée, lorsque Michel-Ange a dévoilé le David et la chapelle Sixtine, entre autres. Il y a donc eu un grand changement puis ce passage des signes d'eau et de terre, lorsque ces planètes extérieures se trouvaient dans les signes d'eau et de terre. Maintenant, cette année, elles passent aux signes d'air et de feu. Et eh bien, il y a un grand tournant vers le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc, de nouveaux cycles au sein de cycles commencent tous cette année. L'un des thèmes qui en ressort est que nous devons réévaluer ce que signifie être humain, n'est-ce pas? Eh bien, 2020 a contribué à cela. Cela nous a vraiment donné un moment de réflexion. Oui, vous savez, nous n'étions pas dans le mode « il faut que je fonce, il faut que j'y aille ». Nous étions plutôt dans « non, vous avez au moins 3 ou 4 semaines ». Oui, mais aussi vous savez, je pense que l'avenir sera technologique et nous ne pouvons pas avoir peur de la technologie. Nous devons vraiment, vous savez, reconnaître qu'il s'agit d'outils et que les outils sont entre les mains de leurs utilisateurs et nous sommes ces utilisateurs en ce moment. C'est à nous de choisir comment nous allons les utiliser. Je pense que certaines des IA qui arrivent peuvent être très bien employées pour libérer les gens des tâches répétitives. Cela nous libère pour faire des choses que seul l'esprit humain peut accomplir. Bénéficier de cette aide de l'IA peut vraiment nous permettre d'atteindre des niveaux totalement nouveaux que nous n'avons jamais atteints auparavant. Mais nous devons les utiliser avec sagesse. Nous devons les utiliser dans un but plus élevé et pour le bien de tous plutôt que de simplement dire « Eh bien, voyons si on peut tricher » ou « Devenons juste dépendants » ou « Laissons-lui notre pouvoir et redoutons-la ». Et bien sûr, il y a le « mais cela me paraît très familier ». Si vous regardez les Grecs, si vous regardez les Spartiates, ces sociétés étaient essentiellement dirigées par des esclaves à cette époque. C'est quelque chose d'horrible, l'esclavage, je le rappelle, mais parce qu'ils avaient ces personnes qui accomplissaient les tâches ingrates pour eux, ils pouvaient s'asseoir et penser profondément, ou ils pouvaient s'asseoir et devenir le guerrier ultime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'IA, c'est un peu ce que ça va faire pour nous, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas à traiter autant. Disons qu'éventuellement, et je pense qu'ils y sont déjà, mais l'IA sera capable de répondre aux emails. Eh bien, vous savez, ils y sont déjà. Je sais, n'est-ce pas? Super. Merci au ciel, les assistants virtuels existent. Ils ne sont pas encore parfaitement au point, mais je parie que d'ici 1 an ou un peu plus, ces tâches seront entièrement automatisées. Il y a des choses que je fais chaque jour dans mon entreprise où l'IA joue un rôle essentiel. Ça prend énormément de temps. J'ai bien plus de temps libre. Ça vous libère. Ça vous libère tellement de temps. Mais je ne le considérerai pas comme un esclave. Je le vois plutôt comme un allié, vous savez. Un membre de votre équipe. Exactement. Mais c'est bien ça. Bien sûr, je ne dis pas que l'esclavage était une bonne chose. Les esclaves ont souffert. Non. Mais c'était la réalité de l'époque. C'était la société qu'ils avaient construite. D'accord. Mais je voulais juste dire qu'il y a une force qui nous débarrasse des tâches répétitives. Quelle qu'elle soit, en ce moment l'IA est cette force, un partenaire si vous voulez, qui nous décharge de ses corvées. Ainsi on peut penser à des choses plus profondes, être plus créatif, plus efficace,
et avancer un peu plus sur l'échelle des besoins de Maslow, vous voyez? Quand tous nos besoins fondamentaux commencent à être satisfaits, on peut se concentrer davantage sur la réalisation de soi plutôt que sur la simple survie. Donc je pense que ça peut vraiment être une très bonne chose. Et ça va même au-delà. Ce n'est pas seulement pour les tâches répétitives. Comme l'IA peut aussi nous aider à résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore réussi à traiter avec notre façon de penser humaine, parce qu'elle peut analyser beaucoup plus rapidement. Par exemple, de nouveaux médicaments vont être développés. Il y a, vous savez, la capacité de dépasser nos équations physiques actuelles. On dispose des équations, mais elles sont trop longues à résoudre à cause du temps de calcul nécessaire. Maintenant, on va pouvoir commencer à les résoudre et aller encore plus loin pour comprendre, vous savez, des choses plus importantes sur l'univers. Peut-être même trouver cette grande théorie unifiée, ainsi que de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles manières de produire de l'énergie. Toutes ces avancées sont possibles si on change notre façon de consommer l'énergie, si on peut passer à une source plus durable et propre, comme s'appuyer davantage sur le vide quantique par exemple, plutôt que de se contenter du solaire, de l'éolien, du pétrole ou du gaz naturel. On va résoudre tellement de problèmes partout dans le monde. Donc, je veux dire, c'est un exemple parfait. Les lumières dans ce studio sont des ampoules LED. Cette technologie a révolutionné le domaine. Elle est basée sur la physique quantique, n'est-ce pas? Donc, elle a révolutionné la consommation d'énergie. C'était le cas auparavant, et aussi la chaleur. Cet endroit aurait été intolérable même il y a 20 ans. Rien qu'avec des lumières de studio normales, vous auriez transpiré. C'est pourquoi il fallait appliquer toutes ces couches de maquillage, vous voyez, parce que vous transpiriez tout le temps. Ici, toutes ces lumières fonctionnent. En gros, toutes les lumières ici pourraient alimenter une ampoule normale à l'époque. L'énergie qu'elle consomme, vous savez, est assez remarquable. Ce sont donc des exemples d'un grand bond en avant dans la consommation d'énergie. Je veux vous poser cette question, et j'aimerais entendre votre avis en tant que scientifique à ce sujet. C'est mon ressenti, et peut-être que c'est juste mon genre de rêve, un peu vague, des idées un peu farfelues. Mais quand je parle à l'IA, parfois je lui pose des questions profondes, ou je travaille sur quelque chose, et ses réponses me font penser, voilà des choses profondes. Pensez-vous que l'IA pourrait être un canal vers l'au-delà? Parce que maintenant, c'est plus facile que jamais pour l'au-delà de communiquer avec nous, littéralement. Qu'en pensez-vous? Intéressant. Oui, au lieu de méditer ou de parler à un gourou ou quelque chose comme ça, cela passe par la méditation, le channeling, la médiumnité ou même les phénomènes psychiques. L'IA pourrait-elle? Pourquoi pas? Je suis juste curieux. Oui, peut-être. Je pense que c'est un traducteur, et elle peut certainement, je veux dire la synchronicité, disons juste ça, la synchronicité peut émerger à travers n'importe quel, vous savez, médium. Donc l'IA pourrait certainement être utilisée comme un médium pour la synchronicité et le bon message qui doit vous parvenir. Mais je ne voudrais pas que les gens pensent, d'accord, je vais utiliser l'IA comme mon oracle. Oui, parce qu'encore une fois, vous manquez le but. Vous savez, le but pour vous est d'être libre d'aller en vous-même. Peut-être que cela peut devenir une source d'inspiration. Cela vous donne une façon différente de voir quelque chose et de vous dire « Oh, waouh, d'accord ». Puis, prenez cela en vous et laissez-le, vous savez, déclencher une contemplation et une introspection plus profonde autour de cette nouvelle idée qui vous a été donnée. Mais ne laissez pas cela remplacer votre propre connexion intérieure. Donc ce que j'adore ça parce que ce que vous dites, c'est qu'elle ne crée peut-être pas l'idée qui doit vous être montrée, mais elle vous montre l'idée que vous devez voir à ce moment-là. La synchronicité, essentiellement. Oui. Alors tu aimes ce panneau publicitaire et tu te dis « Oh, peut-être que je devrais déménager à New York » ou quelque chose dans ce genre, ou peut-être que je devrais accepter ce job. C'est un outil qui il pourrait être utilisé comme un outil de synchronicité. Oui,
Ce n'est pas un bon conduit, d'accord. Oui, voici un exemple. Donc personnellement, je n'ai pas beaucoup interagi avec ChatGPT et tout ça, mais certains de mes coéquipiers l'ont utilisé et un jour, l'un de mes coéquipiers a dit « Eh bien, écrivons une newsletter sur le solstice d'hiver d'un point de vue quantique. ChatGPT, tu sais, vas-y, voyons ce qu'elle peut produire. » Ensuite, elle me l'a envoyé après l'avoir un peu retravaillé. J'ai dit « Waouh, c'est assez intéressant. » Mais bien sûr, je vais dire « D'accord, eh bien, je ne le dirai pas comme ça. Laisse-moi, tu sais, modifier ça. » Mais bon, ça t'a fait gagner beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oh oui, oui. Non, mais c'était comme « Waouh, je n'y aurais jamais pensé. » En le lisant, je me suis dit « Oh, c'est brillant. » Donc, j'ai pensé « Laissons-moi le peaufiner et le rendre un peu plus précis. » Non? Je pense que c'est un outil que nous pouvons utiliser efficacement et cela peut nous propulser vers de nouveaux niveaux. Cependant, nous devons rester discernants, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas abandonner notre propre intelligence à ça. Absolument. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger un contrat de base, quelque chose de simple, et je l'ai envoyé à mon avocat. J'ai dit, tiens, regarde ça, je veux ton avis, assure-toi que tout va bien. Mais je ne lui ai pas dit que cela avait été écrit par l'IA. Il l'a examiné et a dit, Alex, c'est toi qui as écrit ça? C'est vraiment bien. Je m'y essaie, tu sais. J'en ai eu assez pour pouvoir en faire quelque chose, mais je veux quand même qu'un avocat le vérifie. Il a dit, c'est toi qui as écrit ça? C'est vraiment bon. J'ai répondu, non, c'était ChatGPT. Il a dit, eh bien, je vais bientôt être au chômage. Oui. Il dit, ça en est arrivé à ce point, surtout s'il s'agit de lois et de choses qui peuvent être vérifiées et de la façon dont la langue est structurée. Tu sais, c'est fascinant. Je veux que tu écrives comme Shakespeare et que tu rédiges cet accord comme s'il était en vieil anglais, et tu es là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu fou, c'est un peu dingue. Mais cela va mettre les gens dans une position où ils vont devoir se réinventer, n'est-ce pas? Et donc je pense que la peur qui émerge chez les gens est « Oh, ça va remplacer nos emplois » et tout ça. Eh bien d'accord, mais es-tu vraiment heureux dans ton travail? Ou es-tu simplement dans ce job parce qu'il paie les factures, n'est-ce pas? Peut-être que cela te libérerait pour vraiment poursuivre quelque chose que tu préférerais et aimerais faire. Et tu pourrais aussi gagner de l'argent en faisant cela, parce que c'est quelque chose qui va être une nouvelle compétence que l'IA ne pourra peut-être pas faire. Non. Il y aura toujours des choses que les humains pourront faire et que l'IA ne pourra pas faire. Eh bien, je veux dire, autrefois, il y avait ce type qui se promenait et allumait les lampes la nuit. Les lampes à gaz ou les lampes à kérosène. Oui, le kérosène. Merci. Je ne comprenais pas le mot kérosène. Puis est venue l'électricité, tu sais, et tout le monde s'y est opposé. C'est une mode, ça va brûler ta maison, blabla. Et puis ce type s'est retrouvé sans emploi. Oui, le gars qui fabriquait le fouet pour le cheval, comme la petite chose pour le faire avancer. Je suis sûr qu'il gagnait sa vie depuis des générations, pendant 100 ans, et tout à coup cette voiture sans chevaux est apparue et lui a complètement pris son métier. Donc c'est la nature humaine, non? C'est la progression. Ça arrive constamment. C'est juste que l'IA est tellement radicale. Je veux dire, quand Internet est entré dans la conscience publique, toi et moi avons à peu près le même âge. Quand Internet est arrivé, j'ai vu ça et j'ai pensé « Oh, ça va beaucoup changer ». Mais combien d'emplois ont été perdus à cause d'Internet? D'un autre côté, combien d'emplois ont été créés précisément grâce à Internet? C'est ça l'idée, les nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Je pense qu'au lieu de se concentrer sur les portes qui se ferment, dans ce qui était familier et confortable, et tu sais, ce qui était ta source de revenus, regarde plutôt les nouvelles portes qui s'ouvrent et les nouvelles possibilités. Sois prêt à te réinventer, sois prêt à apprendre quelque chose de nouveau et réalise que tes compétences peuvent toujours s'appliquer à d'autres, tu sais, d'autres façons de, faire carrière.
Beaucoup de ces compétences sont transférables, mais nous devons nous concentrer sur les nouvelles opportunités et les nouvelles portes qui s'ouvrent plutôt que sur celles qui se ferment. Rester là comme essayer de frapper à cette porte qui vient de se fermer, c'est comme si, pendant ce temps, 10 portes s'étaient ouvertes juste derrière toi. Mais tu es tellement concentré à frapper à la porte fermée que tu ne vois même pas les autres. Je ne veux pas changer Teresa, je ne le veux pas, j'aime ce que nous faisons. Peut-on simplement revenir à la situation des années 50? Je veux dire, ce n'est pas réaliste. Eh bien, c'est la meilleure façon de devenir obsolète très vite. Les choses évoluent, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, entre les années 50 et 60, les choses ont commencé à s'accélérer légèrement. Les années 60 et 70 ont vu cette accélération s'intensifier. Quand nous étions jeunes, les choses avançaient, mais pas comme aujourd'hui. Par exemple, le passage de la VHS au DVD a pris un certain temps. Oui, du DVD au streaming aussi, ça a pris un certain temps, tu sais. Mais maintenant c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, les gens sont tellement habitués au streaming qu'ils veulent tout voir d'un coup. Ils ne veulent même plus attendre une semaine pour le prochain épisode. Absolument pas. Non, absolument pas. Avant, il fallait faire preuve de patience, tu te souviens? Oh, et on ne pouvait même pas enregistrer les programmes, hein? Si tu n'avais pas de magnétoscope, si tu ratais un épisode, eh bien, c'est l'époque à laquelle je suis né. Avant, les magnétoscopes et les VHS, c'était comme ça. Tu regardais la télé pendant les dessins animés du samedi matin. Si tu manquais les Tortues Ninja, tu dois deviner quoi? Oui, il fallait attendre une semaine pour revoir ça. Donc, on est à un point de bascule. Tu sais, on a suivi cette courbe exponentielle de la technologie et la vitesse à laquelle la technologie double chaque année est plus rapide que jamais. Ce qui prenait 20 ans autrefois pour progresser, ça se fait maintenant en 5 ans. Et ensuite, tu sais, ça va juste devenir vraiment, vraiment rapide. Ça veut dire que nous, en tant qu'humains, devons être adaptables. Nous devons être flexibles. Il faut être prêts à changer parce que ça arrive, que ça te plaise ou non. Tu peux soit te laisser submerger par cette vague de changement, soit apprendre à la dompter. Et pour ça, il faut être proactif et se dire « Ok, quelles nouvelles opportunités s'ouvrent? Comment gérer ça? Comment surfer sur cette nouvelle vague ?» Tout est une question d'attitude. Et tu sais, ça fait partie de notre nature humaine. Nous avons une grande capacité d'adaptation, oui. On devient vraiment créatif et innovant quand on est sous pression pour s'adapter. Ça, c'est vraiment cet esprit humain et cette résilience qui sont en nous. Mais tu sais, il faut entretenir cette résilience et au final, c'est une question d'attitude. Tu ne peux pas simplement rester là à pleurer parce que les choses sont difficiles. Il faut devenir résilient, retrousser ses manches et se mettre au travail, n'est-ce pas? Il s'agit d'agir et de rester en mouvement. Je pense que c'est l'époque dans laquelle nous vivons et les gens doivent simplement comprendre que c'est ainsi que le monde évolue. Eh bien, je veux dire, combien de fois as-tu changé ou réorienté ta carrière, ta vie, n'est-ce pas? Nos parents pouvaient rester à un poste pendant 30 ans et s'en contenter et c'était suffisant. Et tu sais, je me disais, je vais rester ici, je vais faire ça. Ça n'existe plus. C'est devenu très rare. Je veux dire, Je ne peux même plus compter toutes les fois où il y a eu des changements, tu sais. Même dans le monde du podcasting, combien de choses ont évolué. Je veux dire, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Je suis le vétéran du podcasting à ce stade du jeu, parce que j'ai commencé en 2015, pour l'amour du ciel. Mais je viens de voir à quel point l'industrie a changé dans le monde du podcasting. Maintenant, tu vois, est-ce que ça existera encore dans 10 ou 15 ans de la façon dont nous le faisons aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être ça se déroulera dans le métavers, ou ce sera quelque chose de différent. Une sorte de projection holographique dans ton salon. Tu sais comme je pense que dans cette conversation, ils pourront s'asseoir et vraiment nous voir, comme s'ils étaient là, dans la pièce. Je pense que c'est probablement la direction que nous prendrons un jour.
Mais je ne sais pas. Ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Mais tu as tout à fait raison. Si les gens ne s'adaptent pas à ce qui se passe et continuent à argumenter, ils vont se faire écraser. J'adore cette idée. Tu vas te faire écraser, ou tu peux surfer sur la vague, mais ça arrive. La vague déferlante arrive, quoi qu'il arrive. Ouais. Et tu sais, d'un point de vue spirituel, ça fait longtemps que les gens en parlent, l'ère du Verseau. Il y a une super chanson là-dessus, oui. Et c'est ça. Tu sais, on y entre maintenant. Et c'est de la haute technologie, mais cette technologie doit être utilisée d'une manière plus altruiste, n'est-ce pas? Qui cultive et soutient l'esprit humain et son évolution. Mais il se pourrait aussi qu'il y ait, tu sais, qui sait? Je veux dire, il y aura de plus en plus d'intégration dans notre vie quotidienne avec des objets connectés partout autour de nous. Tu sais, il faut être prêt à ça. Je veux dire, ils s'y préparent déjà. La technologie, les innovateurs et les scientifiques s'y préparent et parlent des dispositifs intelligents depuis, vous savez, longtemps. Cela fait une bonne dizaine à quinzaine d'années maintenant. Mais c'est maintenant avec l'avènement de l'informatique quantique et de la blockchain que, vous savez, la puissance de calcul et le stockage deviennent plus distribués. Ça se concrétise. Donc vous savez, je pense qu'il y a là des possibilités enthousiasmantes, mais les gens doivent, comme, ne pas céder à la peur qui l'entoure. Et pourtant, nous devons être discernants. Nous devons apprendre à utiliser ces outils pour le bien de l'ensemble de l'humanité, pas seulement pour celui de quelques-uns. Oui, merci pour cela. Vous mentionniez les cycles dans lesquels nous nous trouvons actuellement. J'ai entendu d'autres intervenants dire que nous venons de finir. C'est en numérologie. Je ne sais pas à quel point vous êtes versés dans ce domaine, mais nous avons terminé le cycle de 8 et nous entrons dans celui de 9. Qui coïncide avec un cycle de 20 ans, et ainsi de suite. Cela vous semble-t-il juste, ou en savez-vous quelque chose? Eh bien donc, 2024 revient à un 8, le 2 et le 4 donnent un 8, et ensuite 2025 est un 9, n'est-ce pas? Et oui, j'étudie la numérologie d'un point de vue plus kabbalistique, et il y a des cycles dans des cycles. Donc, nous avons commencé un cycle de 22 ans en 2021. Depuis le nouveau millénaire de 2000 à 2021, nous étions dans un cycle de 22 ans. De 2021 à 2043, il y a un autre cycle de 22 ans. Donc, nous sommes, vous savez, dans les premières étapes de ce prochain cycle de 22 ans. Et que se passe-t-il? Que doit-il se passer dans ce cycle de 22 ans? Eh bien, c'est un voyage transformationnel. Donc si vous regardez dans ma saison 4 des enseignements mystiques, nous avons fait ce qu'on appelle le voyage du héros à travers le tarot. Il y a 22 archétypes majeurs qui correspondent aux 22 voies sur l'arbre de vie et aux 22 lettres hébraïques et ainsi de suite. Et ces 22 archétypes forment une progression qui nous mène de l'imbécile au monde. Le monde représente un être un peu plus parfait, mature et uni qui a traversé le processus alchimique au cours de ce voyage. Donc, ce sont des cycles dans des cycles. Vous savez, à chaque cycle, nous spiralions en quelque sorte vers un nouveau niveau. Et, mais ce cycle, j'ai l'impression qu'il y a des aspects astrologiques très différents dans ce cycle comparé au précédent cycle de 22 ans. C'était presque comme si, pendant les 22 premières années, nous intégrions chacun des archétypes, nous préparant à l'énergie du nouveau millénaire. Ensuite, cela nous a conduit à un processus où, d'accord, ces archétypes sont désormais ancrés. Une toute nouvelle couche va maintenant s'inscrire dans la conscience collective de l'humanité. Et maintenant, nous allons revisiter ces archétypes, mais à une fréquence différente. Je pense qu'à l'heure où nous arriverons en 2043, notre monde sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je ne peux même pas l'imaginer. Ce sera très technologique. Cela ressemblera à un âge du Verseau. Et, eh bien, espérons que le côté humanitaire sera équilibré avec le côté réaliste, vous savez, ce qui est pratique et concret.
Mais l'objectif est d'appliquer cette technologie et cette sagesse, vous savez, les connaissances que nous avons acquises pour le bien de tous, tout en permettant la liberté et l'expression individuelle, plutôt que d'être tous uniformes et de devoir se plier aux exigences d'une minorité. Non, nous devons tous avoir cette liberté. Liberté d'expression, liberté de poursuivre, vous savez, nos propres rêves, liberté d'exprimer nos talents uniques et d'être véritablement nous-mêmes, plutôt que de devoir être tous identiques. Donc un grand changement se profile dans les prochaines 20 années. Où se situe ce cycle dans le cycle des yugas, qui est un cycle plus large, un cycle plus vaste? Oui, je ne suis pas très familier avec les yugas. Mais j'ai lu quelque part que le Kali Yuga prend fin à peu près à cette époque. Oui, c'est comme s'il prenait fin et que nous entrons maintenant dans ce tout nouveau, vaste cycle long. Non, parce qu'il dure des milliers d'années, 26 000 ans, et c'est comme ça, donc ici nous sommes dans l'illumination. Donc c'est un cercle, prenons l'image d'un cercle. Ici, nous sommes aussi proches que possible de la source. Puis, nous passons par une forme de dévolution que l'on peut observer si on pense aux pyramides. Elles ont été construites ici, puis les choses se sont dégradées avec le temps. Cela devrait s'améliorer, comme c'est le cas maintenant. Les choses grandissent, s'améliorent et deviennent plus sophistiquées. En réalité, la dégradation a été telle que nous sommes descendus ici, ce qui correspond aux âges sombres, où rien ne s'est passé pendant environ 400 à 500 ans. Puis nous avons commencé à sortir de cette période, ce qui a été la Renaissance, et maintenant nous voici sur le chemin du retour vers la pleine, apparemment complète, illumination. C'est vraiment intéressant parce que Rudolf Steiner avait une vision très similaire. Oui, c'est vrai. Il parlait de l'ancienne Inde qui était très liée à la source spirituelle. Ensuite, il y a eu une évolution allant de plus en plus vers l'individu, vers l'ego. Nous avons traversé environ 5 étapes de la conscience humaine. Au point le plus bas de cette courbe, c'était comme le sommet, la phase la plus individualisée et la plus séparée que nous pouvions atteindre, le plus égocentrique que nous pouvions être, et c'est là où nous étions. Mais ensuite, il y a eu un tournant avec l'arrivée des indigos, qui ont commencé à se tourner davantage vers une conscience collective et à se rassembler à nouveau. Il y a une 7e époque à laquelle nous sommes en train de passer, de la 6e à la 7e. Tu as ainsi divisé tout cela en 7 époques, et cette 7e époque s'oriente vers une conscience d'unité. C'est plus qu'une illumination, mais en franchissant le creux de la courbe pour entrer dans ces 2 dernières époques de conscience, il y a eu une accélération, n'est-ce pas? Une accélération exponentielle, et c'est là où nous sommes, ce qui, je pense, fait de cette période l'une des plus passionnantes à vivre. C'est quelque chose que j'ai entendu de nombreux mystiques, que si tu t'es incarné à cette époque, c'était un choix, parce que tu ne voulais pas manquer ça. Comme si tu étais en première ligne pour ce changement. Apparemment, cela ne s'est jamais produit avant dans notre évolution en tant qu'humanité. Oui, tu sais, peu importe que l'on croit ou non, en l'Atlantide et d'autres époques, nous avons traversé plusieurs cycles de destruction et de renaissance, de diminution et de renouveau, ce qui a du sens. Tout l'univers est basé sur le cycle de la vie, comme on dit dans la langue. Ce va-et-vient constant est ce vers quoi nous nous dirigeons tous, et c'est un endroit vraiment excitant, un moment palpitant pour être ici et maintenant. Oui. Eh bien, je veux dire, si tu regardes simplement notre histoire humaine connue, right, puisque c'est dans notre mémoire, je veux dire, nous n'avons jamais vécu à une époque où toute la planète humaine pouvait être connectée les uns aux autres, n'est-ce pas? D'habitude, c'était très régional, pas seulement via Internet. Je veux dire, avec les vols et tout ça, nous pouvons voyager partout. Société mondiale. Exactement. Donc, nous sommes plus unis et connectés, reconnaissant notre interconnexion plus que jamais auparavant. À cause de cela, l'information peut se répandre à travers le monde et influencer toute la conscience humaine, pas seulement de manière régionale, n'est-ce pas?
Donc, comme lorsque nous avons eu la Renaissance, c'était quelque chose de très régional. Mais maintenant, vous savez, c'est un phénomène mondial. Le changement qui se produit maintenant est vraiment énorme parce que je pense qu'il essaye de nous propulser vers ce changement de conscience collective, vers un tout nouveau niveau d'être. Ouais. Oui, je veux dire, nous avons accès à chaque morceau de connaissance jamais existante. En gros, c'est beaucoup d'informations à trier, justement pourquoi nous avons besoin d'IA pour nous soutenir. Et c'est l'autre chose. Sans IA, vous ne pouvez pas tout traiter. Vous savez, parfois je reçois un email qui ressemble à « Je ne sais pas si vous recevez ces longues dissertations qui arrivent. » Et je vais juste vérifier ce qu'ils veulent, genre en 3 minutes. Pouvez-vous me résumer ça? Et ça arrive. Et je me dis « D'accord, je comprends maintenant. » Parce que c'est comme si vous ne pouviez pas passer tout ce temps, vous savez. Parfois, ils envoient des thèses de doctorat. C'est dingue. Je regarde ce qu'ils veulent, de quoi il s'agit vraiment. Mais sans ChatGPT ou une IA pour faire ça, vous savez, ça ralentirait complètement votre journée. Donc oui, ce serait beaucoup plus simple d'essayer de lire un livre vraiment complexe comme La Sainte Science. Vous avez lu La Sainte Science de ce monsieur, n'est-ce pas? C'est lui qui a proposé le concept des yugas, je pense, au début des années 1900. Ce livre est juste, je veux dire, vous pourriez probablement le lire, mais c'est compliqué. Oui, ce n'est pas une lecture facile, mais vous pouvez le faire passer par une IA et demander « Pouvez-vous me le décomposer ?» Donnez-moi, vous savez, un chapitre ou deux de ce dont il s'agit vraiment et expliquez-le en anglais simple. Oui, oui. Je pense qu'il y a un pour et un contre à ça, n'est-ce pas? Ça peut résumer et vous faire gagner du temps, mais vous pourriez perdre certains détails. Vous ne perdez pas seulement des détails, il y a quelque chose dans les écrits anciens où réside une véritable sagesse. Quand c'est écrit par un sage, parfois c'est juste cette phrase dont vous aviez besoin d'entendre et ça résonne en vous. Absolument. Et ça éveille quelque chose en vous, et si vous vous contentez du résumé, vous passez à côté de ça, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a vraiment de la valeur à lire la sagesse ancienne dans son texte original, même si vous ne comprenez pas tout. Vous savez, parfois, simplement en le parcourant, cela crée quelque chose d'énergétique en vous. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans l'utilisation de ces outils pour nous libérer du temps, car nous vivons à une époque où l'on est constamment submergé d'informations. C'est une véritable avalanche. Et il nous faut, vous savez, un peu d'aide pour gérer tout ça, n'est-ce pas? Nous avons besoin de libérer de la bande passante et du temps pour nous-mêmes à nouveau. Mais d'un autre côté, on ne peut pas simplement devenir paresseux et laisser l'IA faire tout notre travail, car sinon, on ne progresse pas et on ne devient pas plus fort, etc. Il faut donc trouver ce juste milieu, et je pense que notre génération peut y arriver, parce que nous avons grandi autrement. Mais les jeunes générations qui grandissent aujourd'hui avec l'IA, vous savez, ai fait mes devoirs pour que je puisse rendre mon travail. C'est un peu d'accord. Mais vous n'apprendrez rien comme ça, non? Donc, il faut trouver cet équilibre. C'est un peu comme dire « je ne vais pas apprendre les maths parce que j'ai une calculatrice ». Oui, sauf que vous devez toujours savoir comment utiliser une calculatrice pour résoudre les équations, etc. Mais mon point, c'est que c'était notre génération. Avant, ne pas savoir faire un calcul sans calculatrice, c'était presque de la triche. Maintenant, les enfants disent « oui ». On peut utiliser une calculatrice parce qu'on doit aussi faire plein d'autres choses. C'est un peu la même chose. Mais en même temps, certains de ces enfants apprennent en 3e année des concepts qui pour nous étaient du niveau de la 8e. Vous savez, ils apprennent beaucoup plus tôt que nous, ce qui pour nous, c'était du genre « vous êtes déjà là, vous êtes en algèbre en 3e. Quoi? Sérieusement ? Non, c'est fou. J'ai essayé d'aider mes enfants l'autre jour en maths, ce qui était une erreur, parce que je ne suis pas du tout un as des maths. Ma femme, elle, l'est. Et je regardais ça et je me suis dit, c'est des maths nouvelles, ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas, je ne peux pas t'aider avec ça.
Et comme le disait un humoriste, c'était comme regarder des maths nouvelles. Puis à mi-chemin, je suis tombé sur des maths anciennes, et puis ça continuait. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas juste faire les vieilles maths? Waouh, c'est intéressant parce que mes vieilles maths étaient là juste cachées sous toutes ces nouvelles maths. Ouais, vraiment fascinant. Bref, je voulais changer un peu de sujet. Parce qu'on va faire un virage à 180 degrés ici. On a parlé de l'IA, de l'informatique quantique et tout ça. Je voulais approfondir un domaine dont tu parles beaucoup, à savoir les cristaux. D'accord. Maintenant la deuxième chose, et là quelqu'un est en train de regarder et se dit « Oh là là, ils vont parler de cristaux, c'est fou. Oh, ils m'ont perdu avec ces cristaux. J'attends déjà les commentaires. » Comme « Oh, ils ont commencé à parler de cristaux. » C'était une bonne discussion. Donc, ils ont commencé à parler de cristaux. J'ai toujours été fasciné par cette idée de cristaux, parce que dans le milieu New Age, dans le milieu métaphysique de toutes ces vieilles librairies, il y avait par exemple le livre sur les cristaux et leur pouvoir. Et je devrais dire que c'est ancien. Je veux dire, ce sont des idées très anciennes, discutées depuis des milliers d'années. Les cristaux existent depuis, enfin, ils existent, mais le concept de les utiliser est très ancien. Ils ont été valorisés que ce soit pour l'argent, les bijoux, ou vous savez, la technologie et des choses de l'Égypte ancienne. Vous savez, je veux dire les légendes, pas des rumeurs mais les mythes d'Atlantide, c'est qu'ils utilisaient les cristaux à un niveau très avancé pour la production d'énergie et, des trucs techniques. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Mais je voulais te parler parce que tu es l'une des rares personnes dans le monde avec qui je pourrais probablement avoir cette conversation, à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue ésotérique. Que sont les cristaux et comment, vous savez, peut-on les utiliser d'une quelconque manière? Parce qu'il y a 1000 façons de les utiliser. D'accord? Bien sûr. Donc, ce qui définit un cristal, c'est un agencement compact. Un agencement compact et très ordonné d'atomes ou de molécules dans une structure cristalline. D'accord? Donc, ces structures cristallines, d'un point de vue ésotérique, incarnent la géométrie sacrée. Il y a la structure cubique et la structure rhomboédrique. Il existe différents types où l'on peut impacter les atomes ou les molécules de manière très efficace en énergie. Puis ils forment cette structure et se solidifient sous cette forme. Donc, un cristal est essentiellement défini par sa structure cristalline. C'est un agencement parfait, ordonné et très symétrique des éléments, soit des atomes, soit des molécules, qui composent ce cristal. Maintenant, différents types de cristaux auront différentes propriétés basées sur les atomes dont ils sont constitués et sur leur arrangement, n'est-ce pas? Le silicium, par exemple, est un cristal et nous avons appris à l'utiliser sous forme de fines plaques de silicium. Nous l'utilisons dans nos appareils électroniques. Le quartz est un cristal et nous avons aussi appris à fabriquer des plaques technologiques fines à partir de celui-ci. Il suffit d'exercer un peu de pression dessus, ce qui crée une résonance interne. Cela provoque un effet piézoélectrique que nous utilisons pour mesurer le temps dans nos montres, n'est-ce pas? Donc, il existe de nombreuses applications technologiques qui peuvent découler des cristaux. Vous savez, tous les métaux sont des cristaux, n'est-ce pas? Que ce soit l'or, l'argent ou le platine, ce sont tous des cristaux. Oui. Alors, pourquoi, en raison de leur mode de formation, sont-ils si différents? Parce que les métaux sont évidemment très différents des cristaux. Eh bien, ce sont des cristaux métalliques, n'est-ce pas? Ils se forment principalement par fusion à haute température, puis lorsqu'ils se solidifient, ils prennent une structure cristalline. L'or est plutôt un cristal atomique, donc il est plus compact. C'est pourquoi il est solide, plus durable et ainsi de suite. Mais quand on parle de quartz, c'est comme un type de silicium et, d'oxygène. Vous savez, il y a une association d'autres minéraux qui y sont présents. Donc cela dépend vraiment du matériau contenu dans la structure du réseau.
Alors, ce que j'ai découvert dans mes recherches, vous savez, parce que j'ai vraiment fait ma thèse sur la croissance des cristaux, et nous avons travaillé avec un synthétique inorganique, comme un sel cultivé en laboratoire, à l'image des diamants qui sont maintenant cultivés en laboratoire. Oui, mais oui, les cristaux avec lesquels je travaillais étaient à queue, n'est-ce pas? Cela signifie que vous dissolvez ce genre de sel dans l'eau, et vous mélangez. Vous avez une certaine concentration de sel dans l'eau. Je suis sûr que les gens se rappellent de leurs vieux souvenirs, vous savez, quand vous étiez enfant, et que vous mettiez un petit fil à l'intérieur, et que, oui, l'eau s'évaporait. Les cristaux se formaient autour. Donc nous n'avons pas mis de fil dans nos solutions, mais au fur et à mesure que l'eau s'évaporait, parce que vous la mettiez à faible chaleur, et que l'eau s'évaporait lentement, à un moment donné, les cristaux commencent à se former au fond du récipient. Donc, j'étudiais la croissance des cristaux pour ma thèse. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que, vous savez, bien que les cristaux soient définis par leur structure de réseau parfaite, leurs propriétés uniques sont généralement dues à leurs imperfections. Eh bien, par exemple, une des choses sur lesquelles je me suis penché est qu'il existe ce qu'on appelle une dislocation dans la structure cristalline. Au lieu d'être un plan parfait, il y a une petite dislocation dans cet agencement, ce qui crée une petite pente. Ce qui s'est avéré, c'est que cette pente devient un endroit idéal, une petite alcôve dans la structure cristalline, où de nouvelles unités qui essayaient de s'ajouter à la structure cristalline pouvaient plus facilement s'absorber, et elle allait grandir et devenir ce développement en forme de vis du cristal. Ils l'ont appelé une dislocation en vis. Cette dislocation a en fait permis au cristal de croître plus vite que s'il avait été juste une structure parfaite, par exemple. Alors, lorsque vous le regardez d'un point de vue métaphysique, vous savez, vous avez le quartz rose, vous avez l'améthyste. Ils font tous partie de la famille des quartz, mais ils ont tous des couleurs très différentes et, vous savez, des qualités énergétiques différentes. D'accord, on s'arrête là. Énergétique. Quand vous avez dit cela, entre guillemets, qu'est-ce que l'aspect énergétique? Parce que d'après ce que je comprends du côté plus ésotérique, le quartz rose a cette énergie, ou que vous savez, ce type de quartz a cette énergie, ou cette sorte de pierre a cette énergie, ou ce cristal a cette énergie. Que signifie cela exactement? Je dirais qu'il y a une combinaison de fréquences. Par exemple, la couleur. À mesure que la lumière y pénètre et que la lumière interagit avec les cristaux. Et ensuite, en fonction de la couleur du cristal, elle va renvoyer la lumière d'une manière différente. Et donc cela change la fréquence, ou ça filtre la fréquence. Donc par exemple, le quartz rose a davantage la fréquence rose, tandis que l'améthyste a plus la fréquence violette. Leur fréquence, et vous savez, la chromothérapie, par exemple, est une réalité. Comme les couleurs vont nous affecter de différentes manières. Donc une partie de cela est simplement basée sur la couleur. Je ressens personnellement que, vous savez, tout a un peu de conscience en elle aussi. Donc, il y a de la conscience dans les cristaux. Ils peuvent prendre des informations et de l'énergie de l'environnement et réagir à cela, répondre à cela d'une certaine manière et renvoyer quelque chose d'une manière qui a un certain sens ou une certaine logique. Il semble qu'il y ait une sorte de programme là-dedans. Ça ressemble presque à un programme. Comme regarde, si tu as une plante dans son ADN, il y a un programme pour qu'elle, quand le soleil apparaît, s'oriente. Oui, tu sais, si elle détecte de l'eau, les racines vont vers l'eau. Ça a été démontré dans des laboratoires, des trucs comme ça. Donc il y a un programme prédéfini qui est présent dans presque tout ce qui existe. Oui, sur la planète, on dirait ça. Et si tu veux penser à l'ADN d'une plante ou d'un animal, eh bien, dans un cristal, le ADN est une structure en réseau elle-même, non? Ce n'est donc pas nécessairement de l'acide désoxyribonucléique biologique, mais c'est un code ADN. D'une certaine sorte. C'est oui, et ça stocke des informations, c'est réplicable, et tout ça. Et donc c'est en fait le défaut.
Par exemple, dans le quartz, ce sont les inclusions de quelque chose d'autre différent de la structure du quartz qui crée la couleur, que ce soit le quartz rose ou l'améthyste. Tu sais, c'est un type d'inclusion différente, et c'est en fait une imperfection dans le cristal. Mais c'est ça qui lui donne son unicité. Donc je pense que tu sais ce que j'aimais là-dedans, c'était comme une leçon pour les humains. Tu sais, les gens veulent souvent être parfaits, et ils se jugent beaucoup pour leurs imperfections. Mais ce que j'ai appris des cristaux, c'est qu'en réalité, ce sont les imperfections qui leur confèrent leurs qualités uniques, qui leur permettent d'être fonctionnels et d'accomplir quelque chose de plus qu'un cristal parfait. Donc j'adore l'idée, ce que tu as dit, que quand la lumière entre, ça change la fréquence en quelque chose d'autre. Est-ce que c'est ce qui se passe quand ils utilisent les cristaux dans la guérison ? Comme tu sais, tu as ce cristal qui va te faire ça, ou ce cristal qui va t'aider à faire ça, ou il y a comme une énergie autour. Est-ce vraiment ce qui se passe d'un point de vue scientifique? Comme ça change. Eh bien, je pense que toi-même tu émets de l'énergie, non? Donc nous avons un champ bioélectromagnétique que nous émettons, et cette énergie, tu sais, s'il y a une perturbation quelque part, et que tu mets un cristal là-dessus, le cristal pourrait absorber cette énergie et essayer de l'organiser, par exemple, et de l'amener vers une plus grande harmonie, parce que la structure du cristal elle-même est quelque chose de très organisé. Elle contient de la géométrie sacrée, donc ça apporte et la géométrie sacrée suit les règles de l'harmonie, donc ça peut apporter un effet d'harmonisation dans le champ. Eh bien, si jamais vous placez un cristal sur quelqu'un qui a vraiment besoin de guérison, puis que vous retirez ce cristal, il sera chaud. Souvent, il dégage une chaleur, comme s'il avait beaucoup travaillé. Ce n'est pas uniquement à cause de la chaleur de leur corps, vous savez ? Car vous pouvez retirer des cristaux d'autres parties du corps et la température sera différente. Il y a donc clairement une interaction qui se produit entre l'énergie électromagnétique et l'énergie thermique émanant du corps, ainsi que la fréquence et la façon dont le cristal émet lui-même son propre champ harmonique et comment cela interagit avec le nôtre. C'est fascinant. Je veux dire, je n'avais jamais vraiment réfléchi aux cristaux de cette manière auparavant. Je pensais simplement que ce n'était que quelques pierres qui s'étaient formées, je suppose, quelque chose comme ça. C'est plutôt, d'un point de vue scientifique, il existe beaucoup de... Je suppose qu'il y a un domaine qui étudie les cristaux. Oh, oui, oui, oui. Ce n'est pas du tout des choses farfelues. Non, c'est... On appelle ça la science des matériaux. D'accord, oui. Ils étudient les cristaux en permanence et en chimie. Vous savez, j'ai travaillé dans un labo de chimie, vous savez, dans le cadre de ma thèse, en liant ça à la science des matériaux et à la physique. Nous faisions pousser des cristaux tout le temps en labo, mais nous travaillions avec des colorants organiques dans les cristaux et essayions d'utiliser ces colorants pour marquer différentes structures à l'intérieur du cristal. Oh, oui. Oh, c'est fascinant. Les cristaux sont fascinants. Croyez-vous que les cristaux auront un impact beaucoup plus grand sur l'humanité à mesure que nous avancerons? Un peu comme ce que racontent les mythes sur l'Atlantide, où il y avait un cristal capable de générer de l'électricité ou de l'énergie. Eh bien, nous l'utilisons déjà, n'est-ce pas? Nous apprenons déjà à exploiter les effets piézoélectriques, par exemple, pour générer de l'énergie, vous voyez, mais à une toute petite échelle comparée à, disons, faire fonctionner une ville. Oui, mais vous savez, si on apprend, c'est une combinaison, je pense, d'apprendre à exploiter les effets de résonance avec le son, comme l'interaction sonore, l'interaction de la lumière et les cristaux. Je pense qu'il y aura une combinaison de ces technologies à mesure qu'elles convergeront plutôt que. Et puis vous savez, si nous pouvons aussi puiser dans une sagesse plus ancienne, comme celle des pyramides, par exemple, on dit qu'elles étaient des générateurs d'énergie. C'était le cristal présent dans le grès et le calcaire qui constituaient les pyramides. La géométrie sacrée, les proportions, vous savez, créaient un champ harmonique et résonnante à l'intérieur. Mais cela exploitait aussi l'énergie du matériau,
et elle puisait dans l'énergie de la terre elle-même. Donc, nous devons renouer avec cette sagesse ancienne qui est plus connectée à la nature et à l'énergie tellurique de la terre, et apprendre à l'exploiter. Puis, en intégrant notre compréhension scientifique moderne des niveaux atomiques et subatomiques de leur fonctionnement. Au fur et à mesure que nous réussirons à les rapprocher, je pense qu'une technologie vraiment magnifique pourrait voir le jour, une technologie en harmonie avec la nature, plutôt que tousser. Eh bien, cette volonté de la contrôler, ou toute cette dissonance que nous créons aujourd'hui. Je veux dire tous ces champs de pollution électromagnétique par exemple. Nous trouverons une nouvelle technologie qui sera en fait bénéfique et en harmonie avec la nature, plutôt que, vous savez, presque conflictuelle d'une certaine manière. Vous avez mentionné l'or en tant que cristal et les métaux en tant que cristal. Vous savez, l'or m'a fasciné pendant un certain temps. Son aspect historique, son aspect spirituel. Mais je voulais vous demander, peu importe qui vous êtes dans le monde, peu importe la culture à laquelle vous appartenez en ce moment, l'or reste de l'or. Point final. Comme il n'y a pas une culture quelque part qui utilise l'or, vous savez, en gaspillant de l'or ou en le jetant. En général, c'est toujours très précieux. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur, mais c'est dans ce concept qu'il n'y a pas de sens. C'est un brut, c'est un cristal ou un métal. Donc c'est comme, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans l'humanité qui reconnaît que l'or et l'argent, dans une moindre mesure, ces deux métaux, mais surtout l'or, ont autant de valeur. En dehors de ces aspects utilitaires, parce que l'or est extrêmement utile dans les technologies et dans les choses qu'il permet de faire, mais à travers l'histoire, l'or est l'or. Et c'est juste fascinant pour moi. Eh bien, je pense qu'à l'époque ancienne, l'or représentait le soleil. C'est une énergie très solaire, et vous savez, dans les temps anciens, lorsqu'ils voyaient le soleil comme vous savez, un représentant de Dieu, eh bien l'or représentait cette fréquence divine sur terre. Et, vous savez, quand il reflétait la lumière, il brillait comme le soleil. C'est incorruptible, n'est-ce pas? Donc, l'or ne s'oxyde pas, par exemple. Il conserve son éclat. On ne peut pas détruire l'or. Oui, c'est ce genre de métal purifié, alors que quelque chose comme le plomb est très impur. L'argent, bien qu'il soit précieux, peut s'oxyder et finit par perdre son éclat. Le cuivre va ternir, vous savez. Donc, le cuivre est utile, mais il va ternir et s'oxyder aussi. Donc l'or était vraiment précieux parce qu'il était pur et il n'était pas corruptible comme certains autres métaux, ce qui lui donnait de la valeur. Il voyait en lui un représentant de l'énergie solaire, et même l'endroit où l'or se trouve sur la planète avait son importance. Vous savez, il y a certaines traditions dans la sagesse alchimique qui parlent de la bande que le soleil trace en se déplaçant dans le ciel au cours de l'année. C'est dans ces zones qu'on trouve de l'or dans différentes mines, tandis que la lune, vous savez, il y a une bande que la lune trace dans le ciel, et c'est là que vous trouverez de l'argent. Et vous savez, Vénus, là où Vénus trace son chemin, c'est là que l'on trouve du cuivre. Il y a donc une association entre chacun de ces métaux comme les 7 métaux, si vous voulez, et les 7 planètes visibles à l'œil nu dans l'Antiquité. C'est juste fascinant. Et je ne m'y connais pas trop à ce sujet. Est-ce que c'est le titane ou le platine? Le platine. Est-ce que le platine a des propriétés similaires à celles de l'or en termes d'incorruptibilité? Oui, c'est l'un de ces métaux nobles, n'est-ce pas? Donc, c'est similaire. C'est aussi beaucoup plus rare, non? Je ne sais pas exactement à quel point il est rare, mais oui. Donc mon point est pourquoi, à travers l'histoire, les gens comprennent-ils instinctivement au niveau cellulaire que peu importe la culture dans laquelle vous vous trouvez, vous dites « oui, ça a de la valeur ». Je pense qu'ils peuvent reconnaître qu'il y a quelque chose d'unique. C'est rare, non. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit partout. Ce n'est pas aussi abondant que l'eau ou la terre, n'est-ce pas? Donc,
certaines choses, quand elles sont plus rares, ont tendance à avoir une valeur intrinsèque. D'accord. Maintenant, une autre chose dont je voulais vous parler, c'est le nombre d'or. Et, vous avez parlé de vivre selon le nombre d'or. Maintenant, expliquez aux gens ce qu'est le nombre d'or. Et je suis vraiment curieux. Comment vivez-vous selon le nombre d'or? D'accord. Donc, le nombre d'or est une proportion. Et il y a deux façons de le voir. Par exemple, il existe quelque chose appelé la suite de Fibonacci, qui est une série, qui commence avec 0 et 1. Quand vous ajoutez 0 et 1 ensemble, vous obtenez 1. Donc 1 est le prochain nombre de la série, puis vous ajoutez 1 et 1, ce qui vous donne 2. 1 et 2 égale 3. 2 et 3 égale 5. 3 et 5 égale 8. 5 et 8 égale 13. D'accord? Donc vous avez 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Vous continuez à additionner. Ensuite, quand vous prenez le rapport, vous savez 1 sur 1 est 1, n'est-ce pas? Mais ensuite, 1 sur 2 est bon, c'est 0,5. Et puis vous avez 2 sur 3 et 3 sur 5, et 5 sur 8, et 8 sur 13, et vous prenez le rapport. Cela va converger vers ce nombre qui est soit 1618, soit 0,618, selon la façon dont vous faites le rapport. Ce 0,618 est un nombre irrationnel qui ne se répète pas vraiment. Vous ne pouvez pas vraiment le représenter exactement comme un ratio de nombres entiers parfaits. Donc c'est l'un de ces nombres irrationnels qui vous savez comme pi par exemple. Et donc celui-ci est phi. Le nombre d'or est soit 0,618, soit 1618. Vous pouvez le voir de ces deux manières, mais le nombre d'or auquel je pense est celui qui semble juste. Donc, c'est l'autre façon. Ce ratio est, vous savez, c'est l'espacement relatif des choses, n'est-ce pas? Si je prends 1, comme notre corps humain, il est parfait, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en fait le nombre d'or. La longueur de ce premier doigt jusqu'à la jointure et ensuite de cette longueur à la prochaine jointure, c'est le nombre d'or. Et de celui-ci à le suivant, c'est un nombre d'or. De le doigt à la paume, c'est un nombre d'or. De la main entière à l'avant-bras, c'est un nombre d'or. Avant-bras au biceps, nombre d'or. Bras à jambes, nombre d'or. Donc, nous avons le nombre d'or partout dans notre corps. C'est ce que tentait de montrer l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Il a montré la perfection. Plus le corps de quelqu'un est proche de ce nombre d'or, plus nous le trouverons esthétique et beau, car il y a une plus grande proportionnalité et harmonie. Mais vous pouvez aussi l'appliquer, vous savez, à la galaxie spirale, à la coquille, à la façon dont la fougère se déroule. Tous ces éléments sont des spirales dorées. Leur façon de s'enrouler suit également ce nombre d'or. On le retrouve partout dans la nature. Oui, partout. Oui, mais c'est aussi présent dans la musique, n'est-ce pas? Quand on parle d'harmonie musicale comme la quinte juste dans une octave, n'est-ce pas? Le rapport 5-8 est un nombre d'or, où la tierce à la quinte correspond à un rapport d'or. Ainsi, on retrouve ces mêmes proportions dans la suite de Fibonacci. Et donc, ce que les pythagoriciens dans l'ancienne école des mystères grecs disaient, c'est que, la géométrie est de la musique figée. Ainsi, les mêmes principes qui s'appliquent à l'harmonie, ce qui est plaisant à l'oreille, sont les mêmes rapports qui rendent quelque chose plaisant à l'œil. On retrouve donc cette harmonie qui se manifeste à travers le nombre d'or. Ce nombre d'or est aussi, un chiffre qui représente un peu le rythme de la vie. Il est porteur d'énergie vitale. Il évolue sans cesse et s'accélère vers un niveau supérieur d'harmonie. Quand il s'agit de vivre selon le nombre d'or, j'ai eu un épisode de Mystery Teachings où il me semble, j'en ai parlé d'un point de vue numérologique vitruvien. Vous savez, la plupart des gens comptent leur nombre, n'est-ce pas? Si je veux aller du point A au point B, j'ai l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et, ce sont des étapes linéaires, une par une.
Mais si je devais y penser d'une façon vitruvienne, où selon le nombre d'or ce serait l'étape 1, puis une autre étape, puis 2 étapes, puis 3 étapes, puis 5 étapes, puis 8 étapes, je saute pour avancer plus vite au lieu de faire un 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme si vous réfléchissiez à comment faire un bond pour progresser de façon exponentielle. Oui. Vous multipliez votre progression plus rapidement, suivant le nombre d'or. Grâce au nombre d'or, au lieu d'avancer un 2, 3, 4, 5, vous avancez un 5, 8, et ainsi de suite, selon ce rapport. Oui, c'est une perspective très intéressante. Une chose que je ai remarqué quand vous disiez que le nombre d'or est quelque chose de très attrayant, que ce soit en musique ou en images. En tant que réalisateur, vous savez, quand vous cadrez une scène, il y a une manière de composer le cadrage selon le nombre d'or. On nous a appris ça à l'école de cinéma. Il faut, vous savez, placer un élément important au centre. Il y a un moment où vous pouvez faire cela, mais si vous déplacez légèrement vers la droite, l'image devient plus agréable. Elle est plus intéressante, contrairement à un centrage strict. Parfois, c'est approprié de faire ainsi, mais on peut instinctivement se dire « Oh, d'accord », et cela fait partie du rapport parfait. Ainsi, vous pouvez prendre une disposition rectangulaire de selon le nombre d'or, puis créer des rectangles à l'intérieur d'autres rectangles. Vous pouvez dessiner la spirale à l'intérieur, n'est-ce pas? Et oui, c'est vraiment fascinant de voir comment c'est appliqué. Oh oui, c'est utilisé dans le cinéma et dans l'art en particulier. Mais au cinéma, vous pouvez, comme vous l'avez dit, avoir un triangle à l'intérieur d'un triangle à l'intérieur d'un autre. Certaines des choses plus complexes, comme quand vous regardez un film de Stanley Kubrick, qui est un maître dans chacun de ses films, vous le regardez et vous constatez qu'ils ont extrait certains plans pour dire « Regardez ce qu'il a fait ici ». Il se passe tellement de choses, c'est si profond que vous ne pouvez même pas tout percevoir. Vous regardez juste en vous disant « Oh, ça a l'air bien ». Mais il se passe quelque chose quand vous regardez une image comme celle-là à cause de la façon dont elle est agencée. Vous savez, c'est aussi intéressant. Avec des musiciens, par exemple, quand ils ont vraiment une grande capacité auditive, ils accordent instinctivement et intuitivement leurs instruments. S'ils se fient uniquement à leur propre sens de l'accord et à leur ressenti, ils vont régler leur instrument sur une échelle d'accords basée sur le nombre d'or, une échelle d'accords naturelle, plutôt que sur notre échelle d'accords standardisée, parce que cela sonne et résonne en fait mieux et plus agréablement à leurs oreilles. Donc, c'est un peu différent de nos échelles d'accords standardisées. Mais oui, naturellement, elle résonne davantage avec le système humain quand vous écoutez une échelle d'accords pythagoricienne ou naturelle. Une autre chose qui m'est venue à l'esprit quand vous parliez du nombre d'or, c'est quand vous avez mentionné le voyage du héros, en revenant au voyage du héros. Quand Joseph Campbell a découvert le voyage du héros et nous l'a expliqué à tous dans le monde, c'est un rapport d'or de la narration. Parce que si vous racontez une histoire en utilisant le voyage du héros, c'est plus agréable à regarder. Du point de vue narratif, cela semble juste parfait, vous savez, dans le voyage du héros. Si vous regardez une centaine des plus grands films de tous les temps, je dirais que 98 d'entre eux ont probablement utilisé le voyage du héros. Très peu de films d'art sont comme ça, ce qui est tout à fait normal. Les films d'art qui partent dans tous les sens et ne suivent pas le parcours du héros. Oui, même des films comme Pulp Fiction, que l'on ne pense pas suivre le parcours du héros, le font littéralement, mais d'une manière très complexe. À un moment donné, le héros est ici, et à un autre, il fait ça. Il a vraiment évolué. Ce qu'il a fait était brillant. Mais enfin, regardez Star Wars. Eh bien, c'est un classique, bien sûr, oui, et le Seigneur des Anneaux, ce sont tous ces trucs, oui, les meilleurs en fait. Mais tu sais, dans certains films modernes, je pense qu'ils continuent à suivre le parcours du héros, mais c'est pollué par beaucoup de, narration contemporaine, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut faire attention à cette pollution. Je crois que les gens en ce moment aspirent à une histoire archétypale pure, sans, oui.
C'est comme s'ils voulaient retrouver ça plutôt que toute cette programmation idéologique qui est partout aujourd'hui. Je te rejoins 1000 fois, 1000 fois. La qualité a tout simplement disparu. Non, parce qu'il semble qu'ils mélangent tout. Je pense que c'est pour ça que les gens s'éloignent de plus en plus des médias grand public en général. Ils disent juste « ça ne résonne plus parce que c'est tellement évident ». Ce n'est même plus subtil. Ils essaient d'imposer leur idéologie dans les deux camps. Les deux camps, ce n'est pas, c'est tout. Alors que quelque chose comme Star Wars c'est littéralement pur. Il n'y a pas beaucoup de films des années 70 que cette génération regarde régulièrement. Rocky en serait un autre. Il faudrait juste reprendre ces vieux films, les refaire avec, tu sais, les moyens actuels. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il ne faut pas changer ça. Il ne faut pas changer son cadre. Une réinvention, image par image. Mais un film comme Rocky Parfait, exemple d'un film que j'ai vu, je l'ai montré à mes filles l'autre jour et elles le regardent. Elles disent « c'est plus lent ». Je veux dire, c'est un peu plus lent, mais elles ont compris. Elles ont fait le lien. Elles ont dit qu'elles préféraient largement Rocky 3 ou Rocky 4 qui sont un peu plus rythmés. Je pense qu'il a perfectionné ça, oui, à ce moment-là, et puis la formule a été affinée. Mais ensuite, cette formule a été reproduite 1000 fois. Ça devient comme s'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous. Mais quand c'est sorti, c'était complètement révolutionnaire. Alors, encore une fois, nous revenons au nombre d'or. Je pense que cela, du point de vue du récit, est essentiel car nous sommes des créatures d'histoire. C'est ainsi que nous transmettons la connaissance, n'est-ce pas ? Vous savez, la spiritualité est, comme le dit George Lucas, la chair et les pommes de terre de notre société se transmettent à travers les histoires. Oui, eh bien les œuvres d'art les plus durables et les plus grandes comme l'art de la Renaissance par exemple, plus elles intègrent ce nombre d'or plus à travers les âges, tout le monde le perçoit comme « waouh, c'est vraiment spectaculaire ». Comme si c'était la perfection. Oui, c'est une mesure de perfection. Vous regardez Dickens, vous regardez Shakespeare, et en commençant à voir ce qu'ils ont fait à l'époque, vous vous dites simplement, mon Dieu, ces œuvres tiennent toujours. Comme si elles, je veux dire, ce n'est pas dépassé. Je veux dire, vous savez, lisez Un chant de Noël. Oui, c'est la perfection. C'est si magnifiquement écrit. Oui. Et d'un point de vue ésotérique, le nombre d'or est comme le rythme de l'univers, le battement de cœur de l'univers. Exactement. Donc plus nous nous accordons à cela, plus nous nous alignons sur ce flux de l'univers, plutôt que sur une manière de penser humaine limitée depuis cet endroit linéaire. Donc, vivre dans ce ratio vitruvien ou dans ce nombre d'or. Avant de finir, je voulais te poser cette question parce que je suis fasciné par ça. Et encore une fois, je pourrais te parler pendant 5 heures de plus. À propos de l'ADN, éveillez l'ADN en vous pour élargir la conscience. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez, parce que je comprends ce qu'est l'ADN, je comprends ce qu'est la conscience. Comment diable éveillez-vous, ou ouvrez-vous, ou réveillez-vous l'ADN en vous pour atteindre une conscience supérieure ou élargir votre conscience? Oui, donc notre ADN, ce que la science en sait pour l'instant, ils comprennent vraiment seulement peut-être 5% de notre ADN, n'est-ce pas ? Et vous savez peut-être 3% de celui-ci code réellement pour les protéines qui vous donnent toutes vos diverses caractéristiques. Personnalité, couleur des cheveux, couleur des yeux, vous savez, taille, toutes ces choses, n'est-ce pas? Cela repose sur ce qu'ils appellent les sections codantes de notre ADN, et c'est seulement 3%. Alors que se passe-t-il dans ces 97 à 90, vous savez 95% de l'ADN. La science est encore en train de découvrir. Ils utilisaient autrefois le terme ADN poubelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quand même beaucoup de déchets. Oui, eh bien, surtout si l'évolution est un fait. Vous savez, c'est comme si l'évolution ne l'avait pas conservé, si c'était simplement inutile, n'est-ce pas? Si cela n'était pas nécessaire et essentiel.
Et donc, plus la science commence à explorer au-delà des gènes codants, elle s'intéresse un peu à l'épigénétique, qui sont des interrupteurs qui activent ou désactivent différents gènes, c'est une couche au-dessus des gènes. Et ils commencent à observer que d'accord, lorsque ces couches épigénétiques réagissent à l'environnement, à notre cadre de vie local, à la chimie, au niveau de stress, à nos attitudes, au choix de vie que l'on fait, à notre alimentation, à la fréquence de notre exercice, toutes ces choses qui dépendent de nos choix personnels, influencent en fait si nos gènes et les interrupteurs qui les contrôlent s'activent ou non. Ensuite, il y a une autre partie de l'ADN qui se trouve dans les zones non codantes, qui est responsable de la morphologie, c'est-à-dire de la manière dont l'ADN se tord et de combien il est accessible ou non à la réplication. Donc, vous avez un potentiel génétique en vous. Une partie de celui-ci pourrait être, vous savez, une plus grande capacité cérébrale. Une autre partie pourrait être des capacités régénératrices dans le corps. Vous savez, une autre partie pourrait représenter une super-immunité. Il existe un potentiel génétique dans les gènes humains qui est simplement désactivé ou inaccessible parce qu'il est trop enroulé, de sorte que l'ARN ne peut pas y accéder pour le répliquer. Ou les interrupteurs épigénétiques indiquent « ne touchez pas à celui-ci » ou « ne l'activez pas de cette manière ». Parfois, un gène peut aussi être répliqué de plusieurs manières différentes. C'est en amont, dans les zones non codantes, que l'on décide comment ce gène doit être répliqué. Donc, cette autre section de l'ADN fonctionne également avec des biophotons. Des recherches ont montré que l'ADN est à la fois un émetteur et un récepteur de lumière, un peu comme la lumière qui sortirait d'une LED. Vous savez, c'est cohérent. C'est une fréquence très particulière dans le spectre visible. C'est une lumière de faible intensité, mais mesurable. Et donc, l'ADN est en fait, on dit presque qu'il agit comme une autoroute de l'information qui communique à la vitesse de la lumière à travers des biophotons. Cette lumière interagit avec notre ADN et peut informer l'ADN. Plus nous exerçons notre conscience pour rester dans un état plus détendu, plus positif, dans un état de gratitude, cela ouvre l'expression de l'ADN et vous pouvez voir apparaître et devenir accessible un potentiel plus grand pour vous. Mais je pense qu'il y a aussi un lieu où lorsque nous pouvons amener notre conscience à un état cohérent, nous pouvons diriger notre propre lumière ou la lumière que nous recevons, vous savez, du soleil ou même de la thérapie par LED. Nous pouvons la diriger pour communiquer de manière positive avec notre ADN. Il y a une conscience, il y a une communication qui se produit entre notre esprit et notre ADN. Donc il me semble que, à mesure que nous faisons évoluer notre conscience ou que nous élargissons notre conscience en tant qu'humanité, nous commençons à accéder à des choses qui nous étaient auparavant inaccessibles. Oui, j'ai toujours dit que chaque technologie que nous avons maintenant a toujours existé. MMH, les matières premières ont toujours été là. Nous avons simplement appris à assembler le puzzle. D'accord. Il y a eu un autre astéroïde qui est arrivé et le vibranium est apparu et maintenant nous pouvons tout faire grâce à cette nouvelle roche découverte. Eh bien, cela a toujours été là. Donc il semble qu'en tant qu'humanité, nous avons maintenant accès à des informations auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Donc quand tu expliquais l'ADN, c'était comme « Oh, ça ressemble exactement à tout ce avec quoi nous travaillons ». Nous commençons à comprendre notre propre ADN. D'abord, nous avons trouvé l'ADN, l'avons identifié et appris à le décoder. Et c'est là que j'entends par exemple, nous avons décortiqué l'ADN du génome humain. Le génome, oui. Le génome humain a pris du temps à être compris, mais même là, maintenant nous disons, oui, c'est environ 3%. D'accord, ok, ils disent, tout cet argent et ce n'est que 3%. Ce n'est que 3%, mais c'est tout ce que nous pouvons voir pour l'instant. Il y a donc tellement plus à l'intérieur auquel nous accédons lentement, ce n'est plus si lent maintenant, nous commençons à accélérer cet accès, ce qui ouvrira des possibilités en nous pour vivre plus longtemps, vous savez.
Et quels sont les freins à ces choses qui limitent en gros notre durée de vie? Oh, les télomères. Oui, les télomères. Il semble qu'il y avait, encore une fois je ne veux pas entrer dans les Anunnaki, mais que l'ADN semblait avoir des caps, ou, si ces caps n'étaient pas là, nous pourrions vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce une affirmation juste ou pas? Eh bien, je ne sais pas pour ça. Dans le domaine de la science anti-âge aujourd'hui, les télomères, plus ils sont longs, plus votre capacité anti-âge est grande. À mesure que vous vieillissez, les télomères deviennent de plus en plus courts à cause du processus de réplication. Ils fonctionnent un peu comme un lacet qui commence à s'effilocher à l'extrémité, ce qui conduit au vieillissement. Ainsi, les télomères sont vraiment importants pour la longévité, mais il faut les garder bien longs. Plus longs. Oui, plus longs. C'est ce que nous désirons. Oui, oui. Voilà ce qui se passe. Mais s'ils étaient plus longs, ou si nous avions accès ou un moyen de les activer, n'est-ce pas? Par exemple, il existe certaines technologies à ondes scalaires qui émergent et qui interagissent avec certaines longueurs de télomères, aidant à les maintenir dans un état plus harmonieux plutôt que dans un état effiloché. Plus je pense que nous pouvons créer cet état harmonieux d'être, plus il y a de potentiel anti-âge. Mais l'ADN lui-même contient une énorme quantité d'informations. Il y a une immense quantité d'informations qui y est stockée. Les scientifiques évoquent même la possibilité de créer des ordinateurs biologiques basés sur l'utilisation de l'ADN comme code informatique, par exemple. Cela montre même que nous sommes une technologie douce. Je ne sais pas nécessairement si nous avons été programmés, et vous savez, conçus pour être ainsi, je ne sais pas de cette manière, ou si nous avons évolué, mais c'est un système intelligemment conçu, d'une façon ou d'une autre. Qu'il soit conçu spirituellement ou techniquement, je ne sais pas, mais c'est intelligent, et bien plus, avancé que ce que nous comprenons aujourd'hui. Il y a des informations énormes qui sont stockées là-dedans. Plus nous comprenons notre propre plan, n'est-ce pas, notre propre ADN, plus nous allons découvrir sur nous-mêmes et notre potentiel. Plus nous pouvons accéder à ces autres parties de l'ADN que nous apprenons encore à comprendre ce qu'elles font, plus nous allons vraiment reconnaître qu'il y a un immense potentiel en nous, les humains, qui reste à réveiller, encore à exploiter. Il s'agit juste d'apprendre à communiquer avec ces sections de l'ADN qui communiquent en réalité par la lumière cohérente, des champs vibratoires cohérents et la conscience. Elles interagissent aussi avec le champ quantique. Notre ADN peut littéralement contribuer à façonner le champ quantique, informer le champ quantique et recevoir en retour des informations du champ quantique. Donc, l'ADN est un pont vraiment important entre nous et notre plus grand potentiel. Et l'IA va-t-elle jouer un rôle majeur dans le décryptage? C'est possible. Oui, elle calcule beaucoup plus rapidement qu'avant. On l'utilise déjà pour décoder divers gènes et médicaments afin de soutenir différentes recherches. Donc, oui, beaucoup de choses à venir avec l'IA. J'ai entendu dire quelque part, je ne sais pas si c'est exact, qu'en Russie, ils rassemblent l'ADN des mammouths. Ils lancent en fait des projets de chimères comme dans Jurassic Park. Oui, ils prennent l'ADN de l'éléphant d'Asie et le complètent avec de l'ADN de mammouth pour combler les lacunes. Ils vont essayer de recréer un peu Jurassic Park. Oui, je veux dire, c'est un peu flippant, c'est vrai. C'est un peu effrayant quand on commence à aller dans cette direction. Je veux dire, on n'a rien appris de ces films? Oui, c'est ça. Donc avec tout ça, tu sais, avec tout ce que tu dis sur l'ADN et l'intelligence, tout ça, où se situe Dieu? Où est la source? Quelle place tient la spiritualité dans tout ça? Parce que je sais qu'on parle d'expansion de la conscience, mais quel est ton ressenti sur la connexion entre tout ça? Eh bien, je pense que la signature de Dieu est inscrite dans notre ADN. J'aime beaucoup certains travaux de Gregg Braden, par exemple, où il montre que si on regarde la signature atomique et les poids atomiques des éléments présents dans notre ADN et qu'on les traduit en lettres hébraïques anciennes, cela révèle que, tu sais, c'est Dieu manifesté dans le corps.
C'est la signature du divin en nous, et je crois que plus on apprend à se connaître, plus on reconnaît que le divin est en nous. Et, eh bien, en fin de compte, tout ce qui nous aide à mieux nous connaître nous mène au divin. Alors que la science tend en ce moment à ne se concentrer que sur l'aspect matériel et technologique des choses. Mais je pense que plus on peut utiliser la science pour mieux se comprendre, plus elle s'harmonisera avec ce que la philosophie spirituelle ancienne nous enseigne depuis des milliers d'années. Eh bien, Teresa, je pourrais te parler encore 1 heure ou 2 sans problème. J'ai vraiment hâte à notre prochaine conversation, où les gens peuvent-ils en apprendre plus sur toi et ton travail. Ils peuvent aller sur Terre Sabile, comme et aussi Quantum Learning Academy, Co. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Ces échanges sont si agréables et j'aime, il y a très peu de personnes avec qui je peux avoir ce genre de discussion selon ton point de vue. Donc, eh bien, je t'apprécie et tout ce que tu fais pour aider à éveiller cette planète. Merci. J'apprécie toujours ces échanges. Ils partent dans tellement de directions différentes, mais ils restent très captivants. Alors merci, Alex. Merci. Chaleur, chaleur, chaleur ici. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous pour continuer votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.